Ok. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Tatiana Villela dos Santos, comme on vous a dit. Je vais mettre un petit timer pendant que je démarre. J'ai le malheur de vous annoncer que mes fontes, mes polices de caractère ont sauté, donc si les slides sont un peu étranges, on vivra avec. Hop. Et c'est parti. Donc du coup, comme ça a été dit, je suis game designer et artiste numérique. Je fais des jeux sous forme d'installation et des installations ludiques du coup, et des jeux à contrôleur alternatif. Je vais revenir sur ces notions un peu plus tard, évidemment. Je fais ça depuis 2012, mais avant ça, j'avais un métier plus normal. J'étais game designer dans l'industrie. Du coup, l'idée sur cette présentation, c'est de vous parler dans la première moitié de mon parcours, de vous faire aussi une introduction au milieu des jeux à contrôleur alternatif, pour que vous ayez un petit peu une idée de quoi il s'agit, de qui sont ces acteurs, etc. Et dans une deuxième partie, de vous parler d'abord de la dimension un peu historique de tout ça, et puis de vous parler des méthodes que je développe depuis plusieurs années pour développer ce genre de jeu, et des méthodes sur lesquelles je travaille dans le cadre de ma thèse, donc tout récemment. Et je pense que le mieux pour commencer, c'est plutôt que de vous expliquer ce que je fais, c'est de vous montrer la dernière pièce que j'ai réalisée. C'est un projet qui s'appelle Pied de bébé. Rapidement sur la nomenclature pour les slides, la plupart des choses que je vais vous dire, il y a des points qui peuvent être retrouvés dans des conférences en ligne. Du coup, on ne va pas faire une session de 12 heures. Donc, s'il y a une conférence en ligne que vous pouvez retrouver, ce sera en haut à droite. À gauche, le nom de la chaîne sur lequel vous pouvez le retrouver. À droite, le nom de la vidéo. Et pour tous les projets dont je vais parler, que ce soit les miens ou les autres, vous aurez la référence en bas à droite. Comme ça, bien sûr, si vous avez des questions, on pourra échanger à la fin. Mais si un projet en particulier vous intéresse, vous avez la référence et vous pourrez le retrouver en ligne. Voilà. Donc du coup, le dernier projet que j'ai fait s'appelle Pied de bébé. C'est un jeu autour d'un détournement de baby-foot. Je vais vous montrer immédiatement à quoi ça ressemble. Ça va vous mettre dans le bain. J'ai fait ça en septembre dernier. Et c'était présenté en septembre dernier, du coup. Donc du coup, on est sur un détournement de baby-foot ici, avec comme particularité, et c'est le cas pour tout ce que je fais, un accent qui est mis sur une expérimentation technologique. Ici, c'était la première fois que je hackais des jouets. Donc dans le dispositif, on a des jouets achetés en magasin de jouets, que j'ai ouverts et j'ai refait le circuit à l'intérieur, j'ai fait du circuit de bending pour que les effets in-game du jeu vidéo déclenchent des effets dans l'espace physique, ceux des jouets en l'occurrence. Donc, en plus d'un baby-foot un peu traditionnel, on a des mécaniques supplémentaires pour chaque équipe, qui sont appeler un T-Rex et appeler la police sur l'équipe adverse. Appeler le T-Rex, du coup, va brûler les jambes de l'adversaire et déclencher de la fumée et des animations sur le T-Rex. Appeler la police va déclencher le gyrophare, déclencher la voiture de police et bloquer l'une des jambes de l'adversaire. Et puis différentes mécaniques comme le fait qu'il y a des LED qui marquent les scores, la tête de poupée qui tourne sur elle-même quand on marque un point, etc. Donc on est sur une proposition un peu délirante, un peu surréaliste, voilà. C'est le genre de choses que je fais, c'est comme ça que je gagne ma vie. En tout cas jusqu'à avant le Covid, c'était comme ça que je vivais. Avec le Covid, c'est un peu plus compliqué d'exposer ce genre de pièces, mais ça marche toujours. Comme je vous ai dit, du coup, je vais découper cette session en trois parties, enfin en deux, en fait, en trois. Mon parcours, dans un premier temps, je pense que c'est intéressant d'avoir une idée d'un parcours atypique et de voir que voilà, on n'est pas, une fois dans l'industrie, on n'est pas obligé d'y rester et on n'est pas esclave de l'industrie jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça va me permettre aussi de vous parler de mon cursus académique, etc. Donc je vais vous parler de moi, quoi, je vais vous parler de ma vie. Dans un deuxième temps, la théorie avec une dimension historique et puis différentes méthodes, dès que j'applique déjà, d'autres sur lesquelles je travaille actuellement. C'est des méthodes que j'expérimente sur mes élèves puisque je donne cours dans différentes écoles du privé et du coup mes élèves en game design me servent de cobaye pour tester mes méthodes. Très rapidement, une petite conclusion sur ce que je fais actuellement. Donc du coup, pour commencer, mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? Au niveau des études, ça va être, j'allais dire ça va être rapide, non, ça ne va pas être rapide, mais ça va être. Du coup, j'ai fait un bachelor en game design dans une école privée très classique, une des nombreuses écoles privées du jeu vidéo, une de ces nombreuses écoles qui fleurissent en France parce que
parce que c'est rentable de faire du game design dans le privé. C'était intéressant et c'était une école qui a quand même un gros focus sur le théorique. Donc du coup, on était amené à faire un mémoire et mon premier mémoire, ça a été sur la performance ludique. Donc dès mon premier projet, quand j'ai été diplômée, j'ai travaillé sur comment est-ce qu'on met en scène le jeu et notamment l'e-sport. Un de mes enjeux, c'était rendre accessibles les jeux compétitifs. Parce qu'une des difficultés qu'on a avec l'e-sport, c'est que contrairement à un sport traditionnel, c'est un domaine qui est un peu obscur. C'est-à-dire que regarder du foot, même quand on ne connaît pas les règles, il y a des choses qui nous restent accessibles. La balle, il faut qu'elle aille dans la cage adverse, même si on ne comprend pas bien les règles d'un hors-jeu, on est capable de le percevoir. Ça, dans le jeu vidéo, on n'a pas cette couche de compréhension accessible, ou en tout cas, c'est plus difficile dans de nombreux jeux vidéo. Donc voilà, ça c'était pour mes recherches initiales. Après ça, j'ai fait une 3e année de licence à Montpellier pour revenir dans le public. Je travaillais sur les interfaces intangibles mais perceptibles. Donc des jeux où on joue en contrôlant de la fumée ou de la lumière. Donc, sur cette proposition, on a Ohort, par exemple, qui était mon projet de recherche, qui a été mon premier projet primé aussi, qui est un jeu qui se joue en contrôlant le niveau de luminosité dans 2 boîtes. Et à l'écran, ce qu'on a, c'est un espèce de pod racer, où chaque pod est contrôlé par la lumière. Donc plus on décroît la lumière sur l'une des boîtes, plus le pod va tomber. Donc ce genre de dispositif. J'ai continué en Master 1 en pratique plastique contemporaine. Ça a été ma première expérience avec le milieu des arts, où j'ai travaillé sur la sensorialité comme espace de jeu. Donc du coup, des jeux où il n'y a ni son ni visuel. Ici, la proposition que j'avais faite pour mon mémoire de Master 1, c'était un jeu entièrement basé sur la vibration avec des capteurs de pression. Et c'était un genre de jeu de coordination qui s'appelle Tango. En Master 2, je suis partie à la Sorbonne travailler sur l'expressivité ludique dans un master qui s'appelle Multimédia Interactif, où je suis revenue un peu à mes premières amours sur la performance ludique, comment la mettre en scène, etc. Mais avec un gros travail sur l'algorithme. Je travaillais sur des boids. Pour ceux qui connaissent, c'est des algorithmes qui permettent de simuler des nuées d'oiseaux ou des bancs de poissons, etc. Donc des comportements de groupe comme ça, de foule. Et puis depuis là, quelques semaines, quelques mois, je viens de vous rejoindre. Je suis nouvelle ici, c'est la première fois que j'ai un MES. Et du coup, je travaille. Donc je suis arrivée avec mon sujet, puisque j'ai une expertise dans mon domaine, donc ça aurait été étrange de me mettre sur un autre sujet que celui-là. Donc le titre de mon travail de thèse, pour le moment, vous n'êtes pas sans savoir que ça peut être amené à changer, mais en gros, c'est la conception d'installations vidéoludiques et de jeux à contrôleur alternatif. Et j'ai une approche communicationnelle, je viens des IHM, c'est ce que j'ai fait à la Sorbonne en fait, interface homme-machine, je vais en parler juste après, mais c'est de là que je viens. Une bonne partie du travail que je fais, ça s'ancre dans les cours que je donne depuis 2013, mais tout ça a été très formalisé dans la première conf que j'ai donnée à la GDC, c'est la Game Developer Conference, c'est un événement à San Francisco pour les développeurs. Et la première conf que j'y ai donnée donne les bases, je vais vous en parler dans la partie méthodo, mais donne les bases de mon travail. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, mais voilà, c'était en 2018 et ça avait bien formalisé ces bases-là. Ce travail que j'avais fait pour la GDC a été repris en fait par des doctorants de l'UQAM, et c'est un peu ce qui m'a poussé à faire ma thèse, à vouloir démarrer un travail de thèse, c'est que c'était un travail de donner en conférence que je souhaitais formaliser, aussi parce que c'était déjà utile à d'autres. Donc ça, c'était pour mon parcours académique. Mon parcours industriel, au démarrage, il est assez classique. J'ai commencé dans l'industrie du jeu vidéo en 2010 sur un jeu d'aventure qui s'appelle Ereia, en partenariat avec Epic. C'était assez cool. En fait, l'iPad venait de sortir. L'iPad est sorti en 2010. Donc du coup, j'ai été amenée à travailler sur un jeu d'aventure pour iPad à une époque où l'iPad n'avait pas encore de normes. Et c'était hyper intéressant parce qu'en cours de production, Apple a commencé à nous imposer des normes. Par exemple, s'il y avait un zoom ou un dézoom dans votre jeu, vous étiez obligé d'utiliser le pinch et le spread pour ça, alors que quand j'ai commencé, ce n'était pas le cas. Donc du coup, il y avait un gros travail à faire sur des catalogues de gestures qui n'existaient pas encore à l'époque. Et fallait trouver comment proposer des mécaniques de jeu, du gameplay, du fun, avec les possibilités offertes par le device, et sur un public qui est ciblé, qui est un public de jeunes adolescents ou adolescents. Si c'était en partenariat avec Epic, c'est parce que Epic à l'époque n'avait pas encore sorti Fortnite et qu'ils étaient en train de tirer à la hanche pour voir ce qui touchait. Finalement, ils ont poussé la proposition qui est Fortnite, mais nous on faisait partie du batch de projets qui finançait
pour voir ce qu'ils prenaient sur un public ado et comment les rendre accros aux plateformes tablettes. Et donc j'ai participé de ça. C'était un travail hyper intéressant. Et concrètement, j'ai adoré faire de la R&D sur les nouvelles technologies. Donc, du coup, au bout d'1 an et demi, je suis partie de la boîte, aussi parce qu'on était en fin de projet, donc c'était le bon moment. Et je me suis mise en freelance, sur un statut de micro-entrepreneur pour être précise, et j'ai commencé à travailler que sur de la nouvelle technologie. Donc, je dirais que de 2011 à 2015, c'était peut-être 70% de mon activité, enfin, je n'ai pas compté, mais à la louche. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de travail là-dedans, en fait, puisqu'il n'y a pas de... Les boîtes ne prennent pas un GD à temps plein en CDI pour bosser là-dessus. Ça va être sur une opération, par exemple, une boîte d'escape qui va vouloir faire une nouvelle room. Ils ne vont pas prendre un GD en CDI à temps plein pour bosser tout le temps dessus. Ils bossent une fois dessus, la salle sort, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. J'ai bossé sur pas mal de techno. On suit beaucoup les tendances technologiques quand on bosse comme ça, forcément. Donc au début, j'ai beaucoup bossé sur Leapmotion et Kinect. Après ça, on m'a demandé beaucoup de VR et d'AR, forcément, parce que c'est ce qu'il y avait la hype. Il y a eu quelques petites choses un peu plus originales au milieu de ça, enfin moins attendues. J'ai pas mal bossé pendant 2 ans sur du robot humanoïde. Donc comment proposer, par exemple, dans les Orange Store, l'équivalent des Apple Store chez Orange, il y a des jeux essentiellement pour un jeune public avec des robots humanoïdes. Donc du coup, j'ai travaillé sur ce type de proposition. Je vais vous montrer un exemple de ce que ça peut donner, puisque ce n'est pas le cœur de ce dont je vais vous parler. Le cœur de ce dont je vais vous parler, c'est mon travail artistique. Mais juste pour vous donner une idée de ce que peut représenter l'installation ludique dans un milieu beaucoup plus corpo. Et l'exemple que je vais vous montrer, c'est Virtual Tie Break, que j'ai fait avec une boîte de com qui s'appelle We Are Social, pour un projet BNP, mais il est fun le projet, vous allez voir. Voilà. Mais c'est corpo, quand même. This October, Singapore hosted the BNP Paribas WTA Finals for the first time. The 8 top WTA tennis players from around the world gathered in a brand new Singapore Sports Hub. For this special occasion, the innovative bank wanted to offer something different to its VIP clients. Not just a way to connect with each other, but an immersive digital experience that would highlight its long-term commitment to tennis through the We Are Tennis by BNP Paribas brand. We created a new way to play tennis, a digital tennis game with futuristic gameplay using Leapmotion technology. Guests were invited to register when they joined BNP Paribas Hospitality Suite, sharing their LinkedIn details. Then, they were challenged by a fellow VIP to a virtual tea break match in 7 points, just like a tennis tiebreak. They didn't need to bring a racket. Players could use their hands to exchange tennis shots, using Leapmotion technology to capture gestures and translate them digitally on the tennis screen. During the fully immersive experience, we heated up the competition with bonus rounds and unexpected obstacles. At the end of each game, players were invited to connect. They could exchange their contact details by virtually signing their signature on the table, and their LinkedIn details were shared. Over 7 days, we helped more than 1,500 BNP Paribas VIP clients to connect with the virtual tea break. Through this experience, BNP Paribas... Vous avez compris l'idée, donc c'était quand même... C'était hyper intéressant aussi parce que ça donne l'occasion d'expérimenter avec des technologies qui sont... Bon là, ça allait, c'était du Leapmotion, mais sur une installation comme ça, non seulement on fait le game design, on fait les graphes, on doit mettre la main à la pâte pour le développement, puisque toute la partie nouvelle techno, il faut aussi la gérer en tant que designer, en tout cas moi j'ai dû, mais il faut aussi faire les plans pour les menuisiers, toute la partie électronique, etc. Donc c'est quand même un gros morceau. Et sur certains de ces projets, ça permet aussi de tester des technologies qui ne sont pas à portée de bourse, en tout cas pas de portée de ma bourse. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire de l'expérimentation technologique dans un contexte où on est financé. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Bon, il y a un moment où j'ai quand même arrêté, je vais passer là-dessus. Le travail le plus artistique que j'ai pu faire dans ce contexte, ça a été de prendre la direction créative d'un projet VR qui s'appelle Spoons, qui est un projet en VR surréaliste ou un genre de puzzle game. Je vais baisser un peu. Un genre de puzzle game en 3D.
où les objets ont des propriétés inattendues, donc on peut rétrécir et grandir en tordant une cuillère, on peut inverser la gravité avec une boule à neige, etc. Donc un travail qui n'est pas très loin de ce que je fais dans le tangible en fait. Et je pense, oui, je vous montre un petit peu et puis je passe à la suite. Donc voilà, il y avait aussi des choses plus artistiques qui pouvaient se faire dans ce contexte, mais le gros de ce que je fais, c'est ma pratique artistique. Donc du coup, en parallèle de ce parcours, depuis 2012, je fais mes propres jeux. Et au début, c'était un peu des à côté, je faisais ça le week-end quand je pouvais, et je suis payée pour les exposer. Donc c'est assez simple hein, comme pipeline, c'est une pipeline art numérique traditionnel, enfin art d'ailleurs traditionnel. Je travaille essentiellement en résidence artistique. Donc du coup, une résidence artistique, c'est un temps et un lieu dédié à la création ou la production. Il y en a de deux types, résidence d'écriture et résidence de production. Donc, les résidences d'écriture, c'est pour la conception, l'écriture. Les résidences de production, c'est pour faire concrètement les choses. C'est pas, en général, on ne gagne pas des milliers et des cents sur ce type d'événement. L'idée, c'est surtout d'avoir un tout petit peu de rentrée d'argent pour quand même être autonome pour travailler. Et on a un lieu à exploiter. Venant de Paris, c'est vraiment pas... C'est un luxe, l'espace. On a des machines. Très souvent, il va y avoir des Fab Labs. Ça se fait souvent en tiers-lieu culturel. Mais le gros du métier, c'est derrière d'exposer ces pièces. Et donc, du coup, d'être rémunéré pour les expositions, sur du droit de diffusion, du droit d'exploitation. Donc, comme je vous ai dit, je travaille essentiellement en tiers-lieu avec des ateliers, parce que j'ai besoin de machines pour ce que je fais. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais voilà. Et la particularité de la conception de ce type de dispositif par rapport à du jeu vidéo traditionnel, c'est qu'en plus du game design traditionnel, on a des enjeux qui sont propres au tangible et à l'in situ, au fait d'être sur site. Donc, par exemple, si on a un jeu qui dure 3 heures et qui est en solo, c'est juste pas possible en termes de gestion de flux. Donc ça paraît évident, mais en cumulé, il y a plein de petites choses comme ça qu'on apprend sur le tard. Tout ce qui relève de ce qu'on appelle le gallery mode, c'est-à-dire le fait que le jeu, après un certain temps d'inactivité, se relance, etc. Donc des enjeux qu'on pouvait déjà avoir sur de la borne d'arcade traditionnelle. Et au début, comme je vous disais, c'est un petit peu quelque chose que je faisais à côté quand j'avais le temps. Et c'est devenu avec le temps Je bug en symbiose avec ma présentation. Nous ne faisons qu'un. Voilà. Avec le temps, du coup, j'ai eu de plus en plus d'expositions et jusqu'à avant le Covid, ça représentait à peu près 80% de mes revenus. Donc c'est chouette parce que c'est pas facile d'en vivre, ça prend du temps d'en arriver là et ça m'a permis de faire un peu le tour du monde avec mes installations. Donc une vie chouette, moi je suis heureuse dans mon travail. Je ne vais pas vous faire toute ma timeline artistique parce que sinon on ne va pas s'en sortir. De toute manière, si vous êtes curieux d'en voir plus, vous pouvez aller sur mon site makeverb.fr. Il y a aussi les expos que je fais qui sont dedans sur l'agenda. Mais quelques points de focus. Le premier projet que j'ai fait qui a été exposé, c'est Lachi en 2012. Pas un projet avec du tangible pour le coup. Un labyrinthe 3D numérique avec deux enjeux. D'un côté, des illusions d'optique pour le côté visuel et pas mal de mécaniques autour de la transgression, la désobéissance. Donc si vous faites ce que le jeu vous demande de faire, vous tournez en rond. Alors aujourd'hui, ça paraît être impensif avec des jeux comme Stanley Parable ou Antichamber, mais à l'époque, c'était avant 2012, c'était avant Stanley Parable, avant Antichamber, époque Garry's Mod. Donc du coup, pour la jeune Tatiana, c'était incroyable déjà de faire des trucs comme ça. Mais voilà, c'est un projet qui a été exposé une fois, on reste sur une proposition full numérique. Le premier projet qui m'a vraiment... j'allais dire fait exploser, c'est violent comme expression, qui a beaucoup été diffusé. Mon projet encore toujours le plus exposé à ce jour, c'est Adsono. C'est un jeu coopératif pour 2 joueurs qui est un genre de twister électronique qui se joue debout sur le corps de l'autre. Donc du coup, il y a des boutons qui s'allument en random. Il faut appuyer sur tous les boutons allumés simultanément. Donc voilà un projet, on est vraiment sur un paradigme de twister ici. Et une des raisons pour lesquelles c'est mon projet le plus exposé à ce jour, c'est parce que ça m'a permis de sortir des circuits purement artistiques en fait. C'est un projet qui a beaucoup tourné en club, en festival de musique.
Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est hyper bien en termes d'animation pour un profil de public qui va être désinhibé par l'alcool concrètement, etc. Qui peut aussi avoir envie de se rapprocher. Et donc il y a une dimension comique là-dedans, hein, mais il y a aussi il y a aussi un enjeu à comprendre notre cible dans le contexte de diffusion quand on fait ça. J'ai des pièces hyper artistiques que je ne présenterai pas au bateau phare. Là, on était au bateau phare. Le bateau phare, c'était parfaitement adapté à une proposition qui est beaucoup plus prototypale dans son aspect, mais les gens s'en moquent parce que ils sont pas là pour ça. De toute manière, ils veulent se faire des câlins. Et voilà. Donc voilà, c'était le premier projet qui m'a fait exploser. C'est grâce à ce projet-là que derrière j'ai commencé à gagner ma croûte avec mon travail. Je vous passe ce que j'ai pu faire par la suite, mais en gros, en 2 mots, j'ai essentiellement travaillé sur 2 choses dans le rapport au corps toujours. Le premier, c'est la coordination, parce qu'un des trucs intéressants avec le tangible, c'est qu'on peut travailler beaucoup sur la coordination. Donc voilà, beaucoup de jeux qui allaient un petit peu mind blow les joueurs, je sais pas comment dire ça, un peu voilà, comme mindfuck comme ça. L'autre dans le rapport au corps et à l'autre avec des propositions comme Jeu de main, qui est un jeu en 2 contre 2 dans une espèce de labyrinthe dans un dôme noir où les gens doivent mettre leurs mains et retrouver la main de leur partenaire en empêchant les autres de faire pareil. Sauf que bien sûr, on ne voit rien de ce qui se passe là-dedans. Et donc du coup, ça impose un travail sur le rapport au corps. La deuxième grosse proposition que j'ai faite, qui a été ma première acquisition permanente, ce qui est un des jalons quand on est dans les arts numériques, il y a des jalons comme ça, la première expo solo, la première acquisition permanente. Ma première acquisition permanente, c'était Magnesia. C'est un projet que j'ai fait lors d'une résidence artistique organisée par un festival de mon domaine qui s'appelle le Maïs Festival à Berlin, qui est un des grands festivals de notre domaine. Et ils organisent une résidence chaque année qui s'appelle The Brain, où ils font se rencontrer des artistes qui ne se connaissent pas et qui doivent faire une proposition en 1 mois. Et donc nous, on a proposé Magnesia, qui est un jeu pour 2 à 8 joueurs en 2 équipes rouge-bleu, sur des ambiances un petit peu installation lumineuse et billard, ce type de jeu-là, où les joueurs jouent, il n'y a pas de numérique du tout dedans, avec des cylindres fourrés de néodyme, qui est une terre rare aimantée, c'est un aimant très puissant, assez puissant pour que les gens avec des pacemakers puissent pas jouer. Et du coup, il faut déplacer des balles en métal à l'intérieur d'un labyrinthe. Il y a 3 goals, 3 objectifs, 5 balles. La première équipe à mettre sa balle sur ces 3 goals gagne. Après ça, j'ai beaucoup travaillé avec de la lumière. Avant ça, je travaillais avec de la lumière en scéno. À partir de là, j'ai commencé à beaucoup travailler la lumière comme interface de rendu. Et je vais arriver après à pourquoi. Mais ça permet, en 2 mots, ça permet de s'émanciper de l'écran tout en ayant un rapport visuel au jeu. Donc c'est un bon compromis en fait, parce que j'avais beau avoir fait des propositions comme Tango qui sont entièrement basées sur la vibration. En termes d'engagement des joueurs, ça peut être difficile d'être très abstrait sur des sens qui ne sont pas beaucoup stimulés. C'est intéressant au niveau expérimental, mais ce n'est pas forcément ce qui engage le plus les joueurs. Alors que la lumière, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un bon compromis et de sortir quand même du rapport à l'écran et de l'immersion dans le numérique. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça avec différentes pièces. Notamment des grosses pièces immersives comme Intact, qui est ce qu'on voit en bas à droite, qui est une grande pièce immersive de 58 mètres carrés, on touche le plafond, ça change la météo. C'est un des thèmes récurrents dans mon travail, le fait de changer la météo, le rapport démiurge au fait de contrôler les éléments. J'y reviendrai après avec Contre-ciel qui est juste après. Et ce type de proposition que j'ai pu faire sur Intact, c'est un type de projet que j'appelle les pierres de Rosette à explorer, c'est le petit nom que je leur donne. Donc c'est des dispositifs ludiques qui ne sont peut-être pas des jeux à proprement parler, si on définit le jeu comme ayant forcément des conditions de victoire ou de défaite. C'est des dispositifs dont je cache la grammaire de l'interaction volontairement. Et l'objectif pour les joueurs, c'est d'en comprendre au moins une partie pour comprendre comment interagir avec le dispositif. Et pour qu'une proposition comme ça elle tienne bien la route, il faut que les feedbacks sur ce qu'on fait soient hyper rewardants. S'ils ne le sont pas et qu'il n'y a pas de conditions de victoire et de défaite, les gens ils se désengagent très vite, ou alors ça paraît très gadget. Je passe ma main, la couleur échange, j'ai compris le principe, je m'en vais. Donc pour que ça tienne la route sans conditions de victoire ou de défaite, sans objectif clair, il faut absolument que ce soit hyper rewardant. Et donc du coup sur Intact, ce qui marchait bien, c'était le côté grande pièce immersive, mais ça en termes de volume, c'est compliqué de déployer des choses comme ça constamment. Donc une version de ça en plus petit et en plus précis, c'est Contre-ciel, qui est une des pièces que j'expose le plus aujourd'hui, une pièce que j'ai faite pour ma première expo solo à Strasbourg,
qui se joue avec un clavier, un piano. Et c'est une projection d'un ciel artificiel, évidemment, rétro-projeté sur une toile suspendue encadrée. Et en interagissant avec le piano, les gens vont pouvoir modifier la météo, changer le cycle jour-nuit, mais surtout changer la planète depuis laquelle on regarde le ciel. Donc en fait, on peut voyager dans le temps et l'espace par la musique. Et du coup, ça, c'est suffisamment sexy pour les gens pour les tenir sur une proposition ludique et dont l'objectif n'est pas hyper obvious. Voilà. Donc, je crois que j'ai mis une vidéo apparemment. Ouais. Oui, pardon, je ne suis pas sûre des vidéos que je vous ai mises. Ça, c'était sa présentation à Dijon. C'était la dernière fois que je l'ai exposée, si je ne dis pas de bêtises. C'était intéressant parce qu'ils avaient un plafond troué. Donc, en l'occurrence, de l'autre côté, il y a le vrai ciel. En fait, c'était intéressant de le projeter comme ça. Bon, voilà, ça vous donne l'idée. De manière, je ne vous en dis pas trop, puisque tout le but, c'est de comprendre la grammaire de l'interaction. C'est une pièce qui sera exposée normalement, si le Covid nous le permet, au Forum des images en février. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, après, pour finir sur comment je travaille, j'ai beaucoup travaillé sur ma méthode dont je vais vous parler, mais aussi sur des sources d'inspiration qui sera mon tout dernier point. Donc voilà, il va falloir être patient. Qui sont des archétypes qui viennent de choses qui m'inspirent. Donc c'est là-dessus qu'il y a quand même une démarche artistique. Pour Contre-ciel, c'est ma pratique de la musique. Concrètement, Contre-ciel, c'est une pièce que j'ai conçue en écoutant de la musique et en regardant le ciel et en essayant de me dire qu'est-ce que j'aimerais faire avec le ciel. C'est un peu hippisant comme discours, mais c'est aussi la réalité de la manière dont je conçois. Mais ça peut être des choses beaucoup plus concrètes et plus, moins fifolles en termes techniques. Comme par exemple ma pratique du judo qui m'a inspiré des projets comme Negemu, qui est un projet beaucoup plus direct dans son approche du jeu. On a des pôles de boutons, rose et bleu, un joueur rose, un joueur bleu, représentés par des serpents. Le système highlight aléatoirement un pôle de boutons. Premier joueur appuyé sur son bouton mange un bout du serpent. Le but, c'est d'avoir 3 points d'avance sur l'adversaire. Et on est sur d'autres types de propositions. Des propositions où j'ai plus travaillé sur la notion de rituel. Comment est-ce qu'un espace et un temps peut casser les tabous, en fait. Puisqu'il est évident que là, on ne va pas avoir des comportements qu'on aurait dans la rue. Si je fais un croche-pied à quelqu'un dans la rue, voilà, la personne risque même d'appeler la police. Alors qu'à partir du moment où on découpe les choses dans l'espace et le temps, on peut casser ce genre de tabou. C'est des choses que j'ai développées dans la conf de la GDC. Vous pourrez aller voir ça si vous êtes curieux. Plus de pierres de rosette à explorer. L'avant-dernière pièce que j'ai faite, c'était l'œuf sphinx, qui est sur le même principe. Je suis impatiente. Du coup, j'attends pas que la vidéo se lance. Qui est sur le même principe. Voilà. Toujours avec un instrument de musique, mais ce coup-ci sans écran du tout. Le challenge technique ici pour moi, c'était la mécanique. Le cube s'ouvre, se retourne, il y a des choses qui sont révélées. Chaque phase présente une énigme à résoudre avec le métallophone. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner des idées brèves. Et puis donc ma pièce la plus récente, Pied de bébé, que je vous ai montré précédemment, qui a été faite lors du festival Eniarov, qui est une institution française en termes de jeux à contrôleur alternatif, un festival itinérant français depuis 2005. Donc c'est vraiment des pionniers de ce domaine que je vous recommande d'aller voir. Je vous recommande chaudement d'aller voir ce qu'ils font. Pour finir du coup sur ma vie, à part ça, du coup, j'enseigne, je transmets mes méthodes. Donc, du coup, il y a une part de recherche dans mon travail de création. J'essaye quand même d'abstraire mon approche. J'essaye de ne pas rester à un niveau intuitif de la création, même s'il y a aussi une compétence qui vient de là. Mais je sais pas, moi, j'ai besoin de formaliser tout ça. Donc, c'est des choses que je transmets beaucoup à travers des conférences. C'est ce qui a servi de base pour ma recherche, comme je vous ai dit. Et après, il y a d'autres enjeux, comme par exemple appliquer ça à différents publics à travers des ateliers. Donc, adapter ça à des enjeux d'enseignants. J'ai donné des ateliers à des enseignants d'art plastique pour qu'ils intègrent ce genre de pratique à la leur. Après, il peut y avoir aussi des vertus sociales. Je fais pas mal d'interventions en ZEP pour prévenir le décrochage scolaire, accrocher ça à des enseignements, etc. Mais le gros de ce que je fais, du coup, c'est l'enseignement dans le supérieur. Et comme je vous ai dit, du coup, ça me permet de me servir de mes étudiants comme cobaye pour mes méthodes.
et du coup de voir ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien. Ça se passe toujours bien, hein, c'est des cobayes, mais tout va bien. Du coup, j'enseigne ça dans pas mal d'écoles, et ces projets, ils ont vocation derrière à être diffusés en festival. Donc là, je vous ai mis une petite sélection de projets qui ont été diffusés en festival. Plusieurs sont partis à la GDC avec les projets qu'ils ont faits. Certains sont partis dans pas loin, au FEF, ça c'était à Strasbourg. C'était l'année dernière, enfin même pas, c'était il y a, comment ça s'appelle, le festival qui vient juste d'avoir lieu là, au Shadok. Mais je pense que ce qui représente le mieux le mouvement, c'est un des projets de mes étudiants qui va me servir de fil rouge, parce qu'en fait, ils ont intégré, donc ça a été un très bon projet, ils ont vraiment intégré l'ensemble de ma méthode, pour le meilleur et pour le pire, hein, puisque elle est en constante évolution. Ce projet s'appelle Tide Escape, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un jeu coopératif pour 2 joueurs. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée, et ce qui va être intéressant maintenant, c'est pour moi de vous dire un petit peu, alors je vais le faire rapidement, hein, mais je vais vous présenter une trentaine, quarantaine de minutes, ce que j'apprends à ces élèves, puisque je n'arrive pas avec des boutons d'arcade, allez, on fait des trucs. Il y a quand même une méthode qui se construit, qui évolue chaque année, et ce projet, vous le verrez à la toute fin, est vraiment un peu, même de manière presque scolaire, l'application de ce qu'on voit ensemble, avec un archétype Twister collé à un archétype narratif cinématographique qui est le kidnapping dans James Bond ou dans Indiana Jones, en fait. Mais on y arrivera à la fin. Donc, la base théorique. La base théorique, d'abord, c'est de voir un petit peu quelles formes peuvent prendre ces jeux-là. C'est un peu fourre-tout Alt Control. Alors, pardon, les jeux à contrôleur alternatif, donc qu'on appelle Alt Control, écrit soit minuscule avec un point ou majuscule avec un plus, je vous dirai après pourquoi. C'est anecdotique, mais voilà. Ça peut prendre beaucoup de formes. La forme la plus canonique, on va dire, le canon de l'alt control, c'est un contrôleur. Alors, pardon, il va y avoir du franglais, enfin, il va y avoir un mélange anglais-français pendant la présentation, mais bon, pareil, faudra survivre. C'est des contrôleurs qui sont faits custom, qui sont customisés pour une expérience, souvent faits de manière artisanale et qui existent en exemplaire unique. C'est la forme la plus canonique d'alt control. Mais on va aussi trouver des expériences qui vont détourner des contrôleurs existants ou détourner des objets du quotidien. En exemple, je vous ai mis ici Good Soup, qui est un petit projet de jam que j'ai fait où on doit déplacer le joystick d'une manette avec des baguettes pour manger de la nourriture asiatique. Donc, on peut avoir des expériences comme ça, de détournement. On peut avoir des formes qui vont plutôt ressembler à des installations de type interactif ou alors à des performances interactives, qu'on appelle dans le jargon les playformances. Et puis ça peut prendre la forme de wearables, donc de vêtements, enfin de prêt-à-porter, on va dire ça, électronique. Donc ça va un peu dans tous les sens. Le mouvement Alt Control, on n'a pas un manifeste, on n'est pas les surréalistes, on n'a pas un manifeste de l'Alt Control. La seule chose qui reste, c'est souvent que ça se joue avec des contrôleurs dédiés quand même. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les expériences Alt Control. Et que pour l'écrasante majorité d'entre eux, ils sont jouables lors de festivals ou d'événements. C'est des jeux qui, comme les jeux d'arcade, vont être disponibles sur site, quoi. Donc on va à un endroit. Et ça change le rapport qu'on a au jeu et le rapport qu'on a à l'expérience. Parmi les événements, les grands événements du mouvement, on a déjà celui qui nous a donné le nom Alt Control, écrit comme ça. C'est la Alt Control GDC, dont je vous parlais juste avant, qui s'est lancée en 2014. Donc la GDC, le gros événement dédié aux développeurs à San Francisco, a à partir de 2014 dédié une partie du Moscone Center, donc l'espace où ça se déroule, à ce type de projet.
Cet espace s'appelle Alt Control GDC et c'est pour ça qu'on garde ce nom-là aujourd'hui. Avant 2014, on avait déjà ce type d'objet qui existait, qui était proposé évidemment, mais on allait le trouver sous le nom de Dedicated Controllers, Custom Controllers, Playful Installation. Donc on n'avait pas forcément le nom Alternative Controller Games, jeu à contrôleur alternatif. Mais avant ça, il y avait déjà des festivals qui faisaient ça, notamment le Maze, qui existe depuis 2009 et qui est l'institution européenne pour ça. Personnellement, mon festival préféré parce qu'il conserve une intention, une direction artistique punk et do-it-yourself, donc ils sont plus ouverts à des objets moins industriels, ce qui est quand même l'essence du mouvement initialement. Et encore avant ça, on avait en 2005 Eniarov qui s'est lancé en France et qui est un festival itinérant, et en 2004 Indiecade qui avait un espace hard game qui s'appelait Alt plus Control tout en majuscule, d'où les deux manières de noter les choses. On a par ailleurs d'autres festivals qui existent dans le monde. Je vous en ai mis une petite liste ici. Quand vous aurez les slides, vous pourrez vous y référer si vous le souhaitez. Mais qui sont du coup beaucoup plus récents. Tous ces événements sont plus récents. On a aussi quelques designers connus, c'est-à-dire connus entre nous, hein, on n'est pas des rockstars, mais des designers qui se consacrent qu'à ça, comme moi en fait. On est une poignée à se consacrer quasi exclusivement à ça. L'un des plus connus, c'est Robin Baumgarten, qui est allemand. Et ces artistes ont, pour certains, un style artistique. Donc on va les reconnaître à quelque chose. Après, ça peut être un style au sens technique, donc ils vont toujours utiliser le même type de technologie, ou ça peut être une esthétique. Pour ma part, je n'ai pas d'esthétique, donc l'esthétique change en fonction des projets. La particularité de mes projets, c'est l'expérimentation. C'est qu'à chaque projet, il y a un enjeu technique clair et un enjeu design clair. Donc pour Robin Baumgarten, sa spécialité, c'est ce qu'il appelle les wobblers. Les wobblers, en fait, pour lui, c'est des ressorts. À la base, c'est du détournement de door stopper, de trucs qui arrêtent les portes, amortisseurs de portes, et qui détournent en genre de joystick. Et il travaille exclusivement sur ses interfaces de rendu sur de la LED. Donc du coup, ce qui fait la patte de Robin Baumgarten, c'est ça. Il a quelques projets de game jam à droite à gauche un peu différents, mais ça, c'est ce qui fait sa patte. Par comparaison à Julia Makiewicz, par exemple, qui est de l'Est, elle est bulgare si je ne dis pas de bêtises, j'ai un petit doute, pardon, qui travaille beaucoup avec le latex et a fait des espèces de monstres de Cronenberg, des contrôleurs qui prennent cette forme un peu monstrueuse façon Cronenberg, mais avec une esthétique très pastel, très rose, très kawaii. Donc Cronenberg kawaii, et elle a voilà, cette esthétique tout le temps hyper intéressant. Et troisième exemple d'esthétique particulière, on peut penser à Kao Abe, qui est japonaise, mais qui a beaucoup travaillé à New York au NYU Center, et qui bosse sur... en fait, elle vient de la mode à la base, du prêt-à-porter. Donc quasiment tous ses projets, c'est du wearable. Et du coup, c'est de l'électronique portable sur le corps. Donc là, je vous ai mis une petite liste de différents artistes. Dedans, dans des gens très intéressants, enfin, ils sont tous intéressants, mais Henrik Llagostera et Jess Marcotte, je parle beaucoup avec eux, ils viennent de l'UQAM. Henrik est doctorant, il est sur ses dernières années. Il travaille comme moi sur les jeux à contrôleurs alternatifs, mais sur les contrôleurs critiques. Donc, en fait, c'est une section artistique dans laquelle ils sont. Donc, Henrik, il travaille sur des jeux qui parlent de l'immigration, enfin des contrôleurs qui parlent de l'immigration, très spécifiquement. Jess Marcotte vient de finir sa thèse dans le même cursus et travaille sur un peu le même genre de sujet, mais sur des notions liées à la communauté LGBTQ, consentement, etc. Donc c'est très 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 précis ce qu'ils font. Et puis après on a des gens plus... Alistair Etcheson, pardon, il manque un C, qui travaille que sur de la playformance et qui lui est spécialisé, il fait des études de clown. Donc du coup il fait du jeu sous forme d'installation qu'il utilise pendant ses spectacles de clown avec le public. Donc extrêmement spécifique et hyper intéressant. J'avance. Bon, ça c'était une explication de Line Wobbler, un des jeux de Robin Baumgarten, mais je suis à la bourre, c'est ma spécialité en conférence, je suis navrée, donc on va avancer. Et puis si ça vous intéresse, vous avez tous les liens de toute manière à la fin de la présentation. Pour finir, parce que c'est quand même important d'avoir ces références, on a aussi des espaces en ligne. Les festivals, c'est nos espaces physiques, mais on a aussi beaucoup d'espaces en ligne qui sont dédiés à ça. Il y a 2 sites de référence, altcontrol.info, qui est le site de référence pour les ressources techniques sur les jeux à contrôleurs alternatifs. Donc c'est là que vous allez trouver des bribes de code Arduino pour faire ce que vous voulez, etc. Et Check That Button. Check That Button, c'est donc le site de référence en termes de... ils font du référencement de projets à contrôleurs alternatifs.
Il y a tout. Ça va du projet étudiant DIY fait en game jam à l'installation artistique de ouf qui a pris 3 ans à être faite. Il y a de tout. C'est hyper intéressant pour avoir le panel un petit peu de la range de ce que représente le domaine. C'est aussi fait par un Français, par ailleurs, Pierre Corbinet, qui est narrative designer. Et puis sinon, après, j'ai une chaîne YouTube pas monétisée, mais où je fais de la news à le contrôle. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Et surtout, on a un Reddit. Et au moins, ça nous permet d'échanger. Enfin bref, c'est une de nos communautés. Voilà. Et sur Twitch, il y a une émission tous les 4e mercredis du mois avec des développeurs de jeux à contrôleur alternatif interviewés, dont Julia, KOAB, Robin Baumgarten, etc. Donc si ça vous intéresse, s'il y a un de ces artistes qui vous intéresse, vous pouvez choper son émission. Et sur Check That Button, ça va être ma transition, le projet le plus ancien qu'on trouve sur Check That Button, c'est Paint Station. Paint Station, c'est un projet très connu du mouvement qui est fait par un collectif, un binôme d'artistes allemands qui s'appelle Fur. Ça a été fait en 2001 et Paint Station, c'est un jeu, à la base en fait c'est juste Pong avec les potentiomètres de Pong, mais en plus de ça, donc ça se joue avec la main droite, en plus de ça on doit mettre notre main gauche sur le dispositif et quand on se prend une balle, le dispositif nous punit corporellement, soit en nous fouettant la main, soit en nous donnant une décharge électrique, soit en nous brûlant un petit peu la main. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Alors là, on ne peut pas faire ça, puisqu'en fait, dans le jeu, on perd si on retire sa main. Le principe, c'est de tenir... Donc après ça, ils ont fait différentes variations avec différents mini-jeux sur la partie numérique, mais fondamentalement, c'est la même chose. Et c'est un projet très intéressant, parce qu'au-delà, bien sûr, de la dimension comique, Jackass, Wild Boys, haha, on se fait mal, il y a aussi toute une dimension psychologique, en fait, et même un peu sociale. On ne joue pas de la même manière avec un inconnu qu'avec quelqu'un qu'on connaît. Jusqu'à quel point on va vouloir subir de la souffrance physique ou l'infliger pour gagner, etc. Donc il y a quand même des enjeux intéressants qui vont au-delà du côté de Jackass. Et ils ont beaucoup travaillé sur la nociception, sur la perception de la douleur. On verra d'autres projets après. Donc sur cette base-là, il est tentant de se dire, bon bah du coup Paint Station, c'est le premier à le contrôle, vu que c'est le premier sur Check That Button, c'est le OG jeu à contrôleur alternatif. Le truc, c'est qu'en fait, sur Check That Button, il y a aussi Chocha-Budai Gaishi. Chocha-Budai Gaishi, vous connaissez peut-être, ou dans des mèmes peut-être. Donc c'est un jeu d'arcade développé par la Taito, donc je crois que ça se traduit par Super Dinner Table Flipping, un truc comme ça. Donc c'est un jeu où, dans une première phase, il faut s'énerver sur la table avec les poings, et dans un second temps, sur un truc timé, il faut le plus fort possible soulever la table. En fait, on est voilà, énervé, quoi. Il y a différents scénarios. Je crois qu'il y a 4 scénarios dans la première version. Je vais continuer de vous expliquer en vous montrant la vidéo du numéro 2, puisque là, c'est la même chose, mais je vais juste baisser un peu. Mais aux Jeux Olympiques, vous voyez le principe, hein. Et après, il y a différents scénarios. S'énerver avec son patron pendant la cérémonie du thé, des choses comme ça. Et à partir du 2, il y a aussi du multijoueur, donc on peut faire une compétition façon Jeux Olympiques de lancer de table, voilà, bon. Un projet un peu fifou, le trailer est un peu long, donc je ne vais pas vous le mettre en entier, si vous voulez aller voir ça en ligne, vous pouvez. Hein. Vous avez saisi le principe général. Et le truc, c'est que Chocha-Budai Gaishi, ça a été fait en 2009, donc ça a été fait après Paint Station, il n'y a pas de souci. Mais des projets étranges dans le milieu de l'arcade, on en a depuis hyper longtemps, en fait, on en a dès les années 90, avec des jeux comme Panic Park de la Namco, qui est un jeu pour 2 joueurs, avec 2 leviers sur rail, et quand on se pousse dans l'espace physique, ça pousse nos avatars dans l'espace numérique. Il y a différents mini-jeux, il y a des espèces de courses un peu façon Temple Run, il y a des trucs d'escalade, mais le principe est toujours le même. Le but, c'est d'envoyer valdinguer l'adversaire dans l'espace physique et simultanément dans l'espace numérique. Donc en fait, si on commence à rentrer toutes les arcades étranges de la création
à le contrôle, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Et puis dans les années 90, on avait déjà des dispositifs étranges en périphérique de jeu, comme Pedicedate, qui est sûrement l'un des plus connus. C'est un dispositif qui permet de diffuser un anesthésique à des enfants avant les opérations dentaires pendant qu'ils jouent à la Game Boy. Et donc c'est connecté au jeu, donc ça release du protoxyde d'azote, j'en sais rien, aux enfants. Donc des expériences étranges, on en avait dans les années 90. En fait, on en avait même dans les années 80. Vous connaissez sûrement le Power Glove. Nintendo, Big Ben, ils s'en sont fait un petit peu une spécialité de faire ce genre de dispositif. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est dans les années 80 qu'on commence à avoir des jeux à contrôleur alternatifs, sachant qu'en plus, ça fait très années 90. Il est sorti l'année de ma naissance. On a le même âge, le Power Glove et moi. Et sachant que dans les années 80, on avait en plus les arts numériques qui s'emparaient du numérique et de l'interactif. Donc on avait aussi des dispositifs qui s'apparentent à certains dispositifs ludiques qu'on a aujourd'hui. Je pense à des choses comme les Jibble City, on pédale, ça nous permet de nous balader dans une ville numérique, etc. Donc, du coup, quand est-ce qu'on date les jeux à contrôleur alternatif ? Eh bien, je ne le fais pas. Et voilà. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait plaisir. Non, je pense qu'une question plus intéressante, c'est de se demander de quelle alternative on parle. C'est l'alternative à quoi ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand je commence en disant les jeux à contrôleur alternatif, contrairement aux jeux vidéo, c'est vachement plus original parce que c'est des périphériques dédiés et puis on joue que sur site. En fait, historiquement, c'était comme ça le jeu. Historiquement, que ce soit sur le côté jeu vidéo ou sur le côté arcade, puisqu'on a deux histoires parallèles qui ne sont pas les mêmes, le jeu était dédié et sur du contrôleur dédié et sur site. Pour le jeu vidéo, je sais qu'il y a plein de débats sur est-ce que c'est Bertie the Brain, Nimrod, le premier, Tennis for Two, mais ils ont tous un point commun en fait, c'est que c'est de la démonstration technologique, c'est là pour faire la démonstration d'un objet technologique, et que de fait, les contrôleurs ne sont pas vraiment des contrôleurs dédiés. Alors, bien sûr que parfois on va créer un pad, on va quand même le créer avec ce qu'on a sous la main, on va mettre un potentiomètre parce qu'on a ça sous la main. Space War, ça a utilisé à la base le truc avec les switches du PDP-1. Donc du coup, on est quand même sur une approche qui est plus celle du détournement pour l'histoire du jeu vidéo, avec des jeux qui se jouaient soit lors de foires technologiques, soit lors de portes ouvertes de laboratoires. Donc on est sur de l'événementiel. Et de l'autre côté, on va avoir l'arcade qui... alors, je ne parle même pas de l'arcade mécanique, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, mais même pour l'arcade électromécanique, on est aussi sur des propositions de contrôleurs dédiés. Hyper rapidement, pour l'histoire de l'arcade, qui est un petit peu moins connue que celle du jeu vidéo traditionnel, l'explosion de l'arcade électromécanique, c'était dans les années 40, essentiellement très très populaire sur les bases américaines au Japon, où des entreprises américaines comme Mutoscope, pour la plus connue, proposaient des jeux électromécaniques qui étaient diffusés là-bas par des entreprises exclusivement de diffusion de ces projets-là, la plus connue étant Service Games of Japan, que vous connaissez sûrement sous le nom Sega, qui, quand Mutoscope a arrêté, a repris le flambeau et a commencé à faire des projets avec une boîte qui s'appelait Nakamura Corporation, que vous connaissez sûrement sous le nom de Namco, du coup. Donc toutes ces boîtes-là, en fait, elles nous viennent de cette époque-là. Et du coup, sur ces projets-là, on est sur du contrôleur dédié et essentiellement de l'ordre de la simulation. On va avoir un jeu de bagnole, c'est un volant. On a un jeu de périscope, c'est un périscope. Il n'y a pas de... C'est plutôt comme ça, le périscope. On a effectivement un premier projet avec un joystick parce que c'est un jeu d'hélicoptère. Donc en fait, c'est la manette de l'hélicoptère. Donc ça, c'est les bases du jeu. Et du coup, de base, il n'y a pas de standard, en fait. Le standard, c'est la simulation pour l'arcade et ce qui nous tombe sous la main dans le laboratoire pour le reste. Donc du coup, forcément, le jeu à contrôleur alternatif, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, de vive voix, mais on est d'accord que c'est une alternative à un standard pour les contrôleurs. Et les premières standardisations pour le jeu de console, les premières tentatives, c'est dans les années 70. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de standard. C'est des tentatives de standardisation. On a beaucoup de paradigmes qui se basent sur des potentiomètres, que ce soit linéaires, des sliders, ou rotatifs, pour déplacer un objet sur l'axe X et Y. Après, plus tard, on s'est rendu compte qu'au niveau ergonomique, c'est peut-être pas l'idéal, parce que c'est plus facile d'avoir un truc qui bouge dans le même sens, genre une croix directionnelle. Mais bon, c'est facile de se moquer
60 ans plus tard. Et du coup, même dans les années 70, on n'a pas tout à fait encore de standardisation, juste des tentatives. Pour l'arcade, ça arrive dans les années 80. C'est un peu spécial. Pour l'arcade, la normalisation, elle s'est faite par un lobby, une association de tous les constructeurs arcade au Japon, sous le nom dont l'acronyme c'est JAMA. Pour ceux qui ont des pads de Street Fighter, vous connaissez sûrement ce terme. Qui est une norme en fait technique. C'était pour pouvoir mieux remplacer les pièces, pour que les bornes se ressemblent plus. Qu'ils ont mis ça en place. Donc on a normalisé l'ensemble des technologies, les contrôleurs y compris. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des standards du type pour les jeux de combat, on va avoir un stick et 6 boutons par combattant, 3 pour les punch, 3 pour les kicks, pour high, mid et low. Donc c'est comme ça que ça arrive plus ou moins. Je vous la fais très très courte, hein. C'est oversimplifié, d'autant plus qu'il y a des objets qui ont toujours du contrôleur dédié, notamment dans tous les jeux de rythme, notamment Chochabu Daigaishi, notamment Panic Park. Donc on continue d'avoir des expérimentations, et du coup ces expérimentations sont une alternative à la standardisation amenée notamment par le lobby JAMA, et qui ont donné des objets que vous connaissez sûrement, comme par exemple la borne Guitar Freaks, qui est littéralement la borne qui a donné Guitar Hero plus tard. Et puis du côté des jeux sur console, c'est dans les années 80 qu'on commence à avoir la normalisation. Donc en fait, c'est dans les années 80 qu'on commence à avoir un standard auquel on va pouvoir apporter une alternative. Voilà. Avec 3 vagues, du coup, pour le faire vite. La vague croix directionnelle et des boutons à droite, plus ou moins. Deuxième vague avec d'abord du monostick, puis un twin stick quand il y a la 3D, puisqu'il nous faut un moyen de déplacer caméra personnage indépendamment. Et puis la troisième vague avec tout ce qui est gestures, motion capture, etc. avec 2 tendances, une à distance avec EyeToy, Kinect, etc. et une sur gyroscope et accéléromètre. Et puis on peut faire une autre arrivée, c'est-à-dire que si on prend le jeu à contrôleur alternatif d'un point de vue industriel, dans les années 80, on a un standard, donc on y apporte une alternative. Si on le prend d'un point de vue artistique, en vrai, l'avènement de l'art game, c'est plutôt, c'est quand même plus tard. Alors, bon, pareil, on pourrait se dire, bah ouais, mais un tennis for two, c'est de l'art. Et du coup, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est hyper intéressant comme discussion, mais c'est vrai que le gros du mouvement art game, c'est quand même beaucoup les années 2000, avec que ce soit art game ou que ce soit d'ailleurs art qui soit lié au jeu, de l'art ludique. Je pense à des expériences comme Super Mario Clouds, qui est un objet hyper connu, où un artiste qui s'appelle Corey Archangel a pris une cartouche, a détourné une cartouche de Super Mario et n'en a laissé que les nuages, ce qui fait qu'en fait ça vous fait une boucle de nuages qui passe. C'est contemplatif, c'est Super Mario contemplatif avec ce genre d'objets. En plus, c'est la même période, c'est la période à laquelle le MoMA commence à exposer des jeux, et pas que des vieux jeux, donc du coup pas que des jeux avec une dimension historique, aussi des jeux hard game, genre passage de Jason Rohrer, genre des jeux de la Mollet Industria, etc. Et si le MoMA il dit que, et il a exposé, au MoMA il y a eu Paint Station, donc si le MoMA il dit que Paint Station c'est de l'art, c'est que voilà, c'est comme ça qu'on sait, c'est quand le MoMA il dit d'accord. Évidemment tout ça est très discutable et je plaisante, hein. C'est juste pour vous donner un petit peu une idée historique de tout ça et un petit peu de mise en contexte avant de passer à la méthode. Et donc depuis, on a de plus en plus d'événements, et notamment depuis 2004 avec l'Indiecade, qui a été quand même pionnier sur la question des jeux à contrôleur alternatif. Ça, c'était pour une dimension un peu historique. On s'est positionné, on voit un petit peu là où on est, toutes les images sont des images des derniers projets à chaque fois. Donc c'est du foreshadowing. Pour faire un appel à la fin de la partie. Je n'ai pas d'idée d'autres pour les images. Donc c'est cool. Là, on a une bonne idée de ce qu'on peut rentrer dans Al Control, pas rentrer. Il y a des choses, c'est clairement du jeu à contrôleur alternatif, d'autres pas du tout. Au milieu, une zone de flou, et c'est normal parce que c'est toujours difficile de définir un périmètre sur un mouvement, surtout quand on est en plein dedans et qu'il est contemporain. Comment je fais pour concevoir ces jeux-là? Moi, j'ai une approche qui me vient des interfaces homme-machine. Donc, du coup, c'est de là que je viens. Donc, vous savez ce qu'on dit, hein, quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Moi, je viens des interfaces homme-machine. J'ai ce petit défaut de tout voir par la boucle IHM, mais mon travail de thèse, ce sera aussi de me libérer un petit peu de mes œillères. Mais mes œillères me servent aussi de base pour poser une lecture qui est la mienne de ce type de dispositif. Ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est que
j'enseigne à différents profils. Et forcément, je n'aborde pas le sujet avec des licences première année comme je l'aborde avec des masters deuxième année. Donc, l'avantage des IHM, c'est que ça me permet de poser quelque chose de très simple. Si on prend une boucle d'interaction homme-machine traditionnelle, donc avec un utilisateur qui se sert d'un périphérique d'entrée, donc d'un contrôleur pour dialoguer avec quelque chose qui fera de la computation, ça peut être un ordinateur, ça peut être une carte Arduino, qui va du coup en retour redonner de l'information à l'utilisateur, etc., etc. Il y a déjà 2 niveaux d'intervention des jeux à contrôleur alternatif, parce qu'on a gardé ce terme de jeu à contrôleur alternatif parce que la GDC l'a appelé comme ça et que le terme est catchy, donc on l'a gardé. Mais en fait, vous avez vu qu'il y a des dispositifs comme PaintStation où c'est sur le dispositif de retour qu'il y a une intervention. Et ça rentre quand même dans le mouvement. Donc, ici, on va avoir déjà 2 niveaux d'intervention. Des jeux qui vont intervenir sur l'interface de contrôle et des jeux qui vont intervenir sur le périphérique de sortie, l'output, l'interface qui sert à la rétroaction. Moi, c'est mon premier niveau de découpage. C'est simple, c'est clair, c'est un peu rigide, mais ça permet de se positionner. Et ma base réflexive, ça a été de me dire, ce qui est intéressant dans le milieu des jeux à contrôleur alternatif, c'est que, en général, dans le jeu vidéo traditionnel, on a un peu une injonction à l'immersion dans l'espace numérique. C'est-à-dire qu'un bon jeu, c'est un jeu où on est bien immergé dans l'espace numérique, aux dépens de l'espace physique. Si vous commencez à vous souvenir que vous avez un corps, que vous êtes dans l'espace, que vous êtes dans votre canapé, c'est que le jeu n'est pas très immersif. Et ça, normalement, c'est pris comme un gage de qualité dans le jeu vidéo traditionnel, le fait d'être immersif. En tout cas, c'est souvent le cas. Évidemment, on peut penser à des party games qui sont un peu différents, etc. Mais je dirais que l'écrasante quand même majorité de la proposition vidéoludique industrielle s'ancre sur une injonction à l'immersion dans l'espace numérique. Et du coup, de fait, on crée des interfaces, notamment de contrôle, qui vont se faire oublier. Parce que le but, c'est qu'elles se fassent oublier au profit de l'immersion dans le numérique. Donc, du coup, on va faire des interfaces qui sont ergonomiques, mais à un point... comment dire, ergonomique, ça veut dire beaucoup de choses, en fait, c'est là où je veux en venir. Donc, ils vont aussi s'ancrer, par exemple, dans une culture vidéoludique. Donc, ergonomique, mais pas pour tout le monde, etc., etc. Bon, c'est un autre débat, donc je vais m'arrêter à qui se veulent suffisamment ergonomiques pour favoriser l'immersion dans l'espace numérique et se faire oublier au profit de l'espace numérique. Là où dans les jeux à contrôleur alternatif, c'est pas peu commun d'avoir des interfaces qui vont nous challenger dans la manipulation. Même des choses basiques, hein, comme Guitar Hero, c'est pas forcément facile pour un noob, pour un utilisateur novice de coordonner ses 2 mains, et c'est bien normal. Et du coup, c'est un peu rigide, mais ma base de réflexion, c'est de me dire, c'est vrai que c'est intéressant, chez nous, on essaie de proposer du challenge par l'interface et En fait, on emmerde les gens avec nos interfaces. Nous, on est là un petit peu pour aller les piquer, quoi, pour qu'il y ait de la friction. Et du coup, dans le game design traditionnel, la méthode du challenge, le game design framework dédié au challenge, c'est celui du RGD. Et dans le RGD, je vais passer dessus très rapidement. Donc, c'est un outil qui nous vient du BI, où il y a plusieurs niveaux de découpage. C'est très carré, c'est très précis, c'est très industriel. Il y a une typologie de challenge qui se base sur un premier niveau de 3, une classification en 3 parties. Les challenges physiques, les challenges mentaux, les challenges sociaux. Dans le challenge physique, et donc la base de cet outil, c'est pour gérer la difficulté des jeux. On se sert du RGD à la base pour faire après du RLD, Rational Level Design. Et l'objectif, c'est de bien paramétrer la difficulté du jeu. Comme c'est très précis, ça va nous permettre de déduire des paramètres atomiques. Donc, par exemple, si on veut fournir un challenge physique de l'ordre de la précision, si la cible elle est plus grosse, plus petite, etc., ça va nous permettre de calibrer la difficulté. À la base, l'outil sert à ça. Donc, moi, je ne l'utilise pas comme ça. Moi, je l'utilise pour faire la même chose, mais sur mes interfaces. Et c'est mon approche, en fait, dans mon approche de la vie. Je prends des game design frameworks qui sont dédiés au jeu et généralement très focalisés sur les parties numériques. Il y a beaucoup d'outils en game design qui mettre un petit peu le tangible de côté. Une partie de mon travail, c'est de prendre ces outils et de les appliquer concrètement aux interfaces. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec le RGD. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les interfaces, et notamment les contrôleurs, mais pas que, pour proposer du challenge physique, du challenge mental ou du challenge social. Dans le challenge physique, je vous ai mis des exemples. Challenge mental, je pense que vous voyez aussi, puzzle game, etc. Challenge social, c'est tout ce qui va être
leadership, mais aussi communication, négocier avec d'autres, enfin la négociation, le bluff, etc. Donc tout ce qui concerne le social. Et du coup, ce que je fais, c'est que je croise des classifications IHM avec des classifications qui nous viennent d'ailleurs. Donc en l'occurrence, le RGD, pour vous donner cet exemple-là, mais il y en aura d'autres. Par exemple, ici, comment modifier le contrôleur pour proposer un challenge physique. Et donc du coup, là, on a tout de suite, en fait, c'est assez transparent. C'est-à-dire, on va avoir des difficultés de manipulation. Ça va être l'écrasante majorité des propositions alt control qui proposent du challenge physique. Ça va être une difficulté de manipulation. On va contraindre l'utilisateur dans sa manipulation parce que l'objet est trop grand, parce qu'un bouton est sur un mur et un autre est sur un autre mur, parce que l'utilisateur est attaché à une chaise. On va contraindre l'utilisateur dans son corps, contraindre son corps de manière à proposer un challenge physique. Donc c'est l'exemple de Black Box, un jeu de rythme que j'ai fait, et la boîte est démesurément grande. Donc du coup, pour jouer, on doit faire des grands mouvements, et forcément, c'est comme ça qu'on perd le rythme, etc. Évidemment, ça va au-delà du challenge. Ça propose aussi une expérience percussive, etc. Il n'y a pas que ça, mais c'est une approche. La même chose pour du challenge mental, ce serait par exemple GPU. GPU, c'est un jeu où, en début de partie, l'utilisateur upload une vidéo ou une photo. Le programme va glitcher sa photo avec différents shaders, différents programmes qui vont altérer l'image en post-process. Et chaque shader va être aléatoirement attribué à un bouton. Et l'objectif pour l'utilisateur, c'est de déglitcher son image le plus vite possible. Si ici, j'avais une approche ergonomique, j'aurais aligné les boutons, ce ne serait pas attribué aléatoirement, j'aurais mis une petite étiquette shader de glitch pixel, shader de glitch data moche. Mais là, comme le but, c'est de proposer du challenge, c'est un contrôleur chaotique, et donc je propose du challenge mental avec ça. C'est, je pense, assez clair à ce stade-là. Pour vous donner un exemple sur de l'interface de retour de la rétroaction, un autre projet, le deuxième projet de Fur s'appelle Leg Shocker. Ils n'ont pas fait le jeu pour ça. Je vais lancer la vidéo en même temps. Au début, ils font les idiots à jouer au foot. Et après, ils vous montrent le dispositif. Donc, c'est le deuxième projet de Fur, qui est une interface qui s'ajoute à FIFA. FIFA 98. Ah bah, c'est en 2002 et c'est sur FIFA 98. Donc, c'est old school. Et du coup, donc, en plus du jeu traditionnel, où ils font un peu les idiots. Donc, en plus du jeu de base, ils ont détourné des protèges tibia. La paire de jambes a un intérêt, hein, c'est ce qui fait le lien entre la console et le dispositif. Et donc, quand ils jouent, les joueurs enfilent leur détournement de protège tibia. Il faut bien resserrer pour qu'il y ait un contact avec le tibia. Et donc dedans, ils ont mis un marteau mécanisé pour pouvoir ressentir au plus près de l'action les tacles qu'on se prend dans le jeu. C'est Fur, hein, ils font beaucoup d'expérimentations comme ça. Donc évidemment, la difficulté, c'est de rester concentré dans la partie quand on se fait marteler le tibia. Ça change aussi le comportement des joueurs, encore une fois, hein, ça va au-delà du côté de jacasse, etc. Mais bon. Donc voilà, un exemple d'interface de retour qui est ajouté à la boucle, hein, pour proposer du challenge mental. Voilà. Et puis après, les objets, c'est pour ça que je vous dis, c'est un outil qui a quand même ses limites. C'est un bon outil d'appréhension, de première appréhension des jeux à contrôleur alternatif, notamment en game jam. Si c'est votre premier jeu à le contrôle, vous êtes en game jam, on n'a pas trop le temps pour la conception, on prend une boucle IHM, on essaie de remplacer un pôle, on essaie de trouver un peu de fun avec ça. C'est un très bon outil. Après, c'est un outil qui a des limites. Là, je vous ai mis un exemple, c'est Snailed It. Snailed It, c'est un jeu où 3 joueurs contrôlent un même avatar et ils sont en compétition. Donc, ils n'ont pas les mêmes enjeux dans le jeu. Et forcément, du coup, le clavier va devenir un territoire à conquérir pour les joueurs. Et donc ici, il y a à la fois une dimension physique, bien sûr, puisqu'il faut jouer des coudes, une dimension mentale, parce qu'en fait, il faut regarder à l'écran quelle est la meilleure position. Le territoire qu'on doit capturer, on va dire ça comme ça, c'est un peu bizarre, l'endroit où on doit amener notre avatar. Et puis il y a un enjeu social, parce que la réalité de ce genre d'objet, c'est qu'une fois déployé, c'est un peu à celui qui osera le plus
Donc voilà, du coup c'est un objet qui peut avoir ses limites mais qui présente cet intérêt d'exposer clairement les choses. Et derrière, moi je mets ça dans une grille parce que j'ai une passion pour les tableaux et les diagrammes. Dans toute ma psychorigidité, j'aime bien mettre des choses dans des cases. Et du coup, je mets des projets dans des grilles et c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps. Donc ça m'a permis en fait de voir qu'il y a des poncifs forts. Vraiment, il y a des clichés dans l'AL control. Et donc, je ne vais pas vous parler de tous les projets du tableau déjà parce qu'on en a vu plusieurs. Juste à chaque fois un pour vous parler des poncifs. Dans le social, le truc que vous retrouvez 95% du temps, c'est de la communication asymétrique, c'est-à-dire deux joueurs en coopération qui vont avoir de l'information qui est filtrée, ou peut-être que l'un a la possibilité d'agir sur le système et l'autre l'information, et ils doivent communiquer, bien souvent de manière limitée. C'est le poncif du challenge social dans AL Control, la communication asymétrique. Le poncif du challenge mental, c'est le filtrage de l'information. Il n'y a pas que ça, mais très souvent, ça va être un truc qui va filtrer notre information. Donc si je vous ai mis Palimpseste, c'est un jeu d'un collectif. On a quelques collectifs en France qui font ça, mais ils ont tous arrêté de faire des choses, donc du coup, je ne vous en ai pas parlé. Donc dans ce jeu, on porte des lunettes avec 3 filtres, rouge, vert et bleu, et ça se joue avec un écran polarisé. Donc on se déplace dans un espace 3D, mais on n'accède qu'à une partie de l'information, puisque on a toujours on ne peut pas superposer les filtres. Donc du coup, on n'a toujours qu'un seul degré d'information. Soit l'information qui est révélée par le filtre rouge, soit par le filtre bleu, soit par le filtre vert. Donc ça, c'est un poncif AL control. Et au niveau, donc, comme je vous disais, du challenge physique, ça va être le corps contraint, y compris dans le détournement d'interface. Un projet intéressant pour ça, c'est Bounden, qui est fait par une boîte qui a fermé malheureusement, qui s'appelle Gameoven, qui ont fait pas mal d'expérimentations avec des mobiles tablettes, mais sur des usages, on va dire, innovants. Ici, un jeu coopératif pour 2 joueurs, où en début de partie, donc, on doit mettre son pouce sur de part et d'autre du dispositif, et on a un curseur qui est fixe par rapport à l'écran, et une sphère qui bouge avec le gyroscope. Le but, c'est de passer tous les checkpoints sur la sphère, mais on ne peut pas lâcher nos mains. Donc du coup, ça se base un peu sur le principe du nœud humain, pour ceux qui ont déjà été en colonie de vacances ou des trucs comme ça. Tout le monde fait une chaîne et on doit tous s'en mêler. Et après, il faut se démêler sans lâcher nos mains. Ça se base un peu sur le même principe. Ce qui du coup, et ça je ne vais clairement pas avoir le temps de vous en parler beaucoup, mais pour chacun des poncifs AL Control, derrière, en fait, il y a des moyens de resserrer et de penser encore un peu plus en profondeur les choses. Donc par exemple, pour le filtrage de l'information, on peut avoir une approche sensorielle et se demander quels sont les sens stimulés, qui accède à quel sens, quand, comment, pourquoi, etc. Pour tout ce qui est engagement corporel dans le corps contraint, on peut déjà se pencher sur quelles sont les parties du corps mobilisées, par exemple. Et donc, du coup, de là, tirer différents types d'expériences. Par exemple, Gameoven, ils ont beaucoup travaillé sur des jeux avec les doigts, avec les mains, et sur des archétypes de type Twister ou le nœud humain, ce type d'expérience. Je vous montre Fingal, qui est sûrement leur projet le plus connu, je pense. Oui, c'est volontairement subjectif, hein, manifestement. Se pencher sur la question de l'engagement corporel, c'est intéressant aussi après à d'autres niveaux. C'est pour ça que là, je vous dis, le challenge, ça reste en surface. Par exemple, s'ils peuvent se permettre d'être aussi subjectifs, c'est justement parce qu'on utilise une partie du corps qui n'est pas non plus... Je vous montrerai des jeux qui le sont autrement plus et qui peuvent même paraître vulgaires. Là, ça passe parce que c'est les mains. Donc en fait, le rapport au corps ne s'arrête pas au challenge. Hein. Qu'on soit clair, ça mobilise aussi un rapport à l'intime qui va être différent. Mais on va reparler avec l'essence du rapport à l'intime. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Le jeu n'est pas cher et sur iPad si vous souhaitez un jour expérimenter. Sinon, quand je reviendrai un jour, je le ramènerai sur iPad. Comme je vous disais, le rapport à l'intime, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans AL Control. Un des projets les plus connus du mouvement, c'est Sword Fight, qui se joue avec 2 sticks Atari et les mains attachées dans le dos. Donc on retrouve toujours le corps contraint dans sa manipulation et dans les parties qu'on peut utiliser, et qui est, comme son nom l'indique, une bataille d'épée. Avec clairement du suggestif. On a après des contraintes en termes de manipulation.
c'est-à-dire des jeux qui nous imposent de jouer avec certaines parties du corps, comme Planet Liquor, qui est un jeu qui se joue, alors techniquement, il faut porter quelque chose à sa bouche, donc les mains et les bras, mais en réalité, surtout avec la langue, puisqu'on a 3 boutons qui sont les bonbons, enfin c'est des boules bonbons, sont changées entre chaque joueur, évidemment. On est aussi sur une proposition pré-Covid, manifestement. Et donc voilà, ça se joue entièrement avec la langue. On peut choisir les goûts sur notre manette, donc c'est intéressant aussi dans le degré de personnalisation de l'expérience. Et donc ça va nous permettre de déplacer une planète au sein d'un espace 2D. Pour rentrer son score, bref, il y a toute la manipulation, l'intégralité de la manipulation se fait en léchant des bonbons. Et puis, c'est une notion... Alors, la partie sur l'engagement corporel, c'est une partie sur laquelle moi j'ai travaillé quand j'ai commencé à avoir des demandes de propositions de gamification sportive. Mais moi, je préfère parler de sportification de jeu, parce qu'en fait, très rapidement, il y a un problème à penser le jeu par la gamification, pour moi, au sens où l'objectif, normalement, c'est de faire du sport à des gens qui n'en font pas. Or, quelqu'un qui n'en fait déjà pas, c'est rarement la motivation extrinsèque qui va le motiver à tenir le sport sur la durée. Les gens qui sont déjà sensibles à ça, ils n'ont pas besoin d'un jeu. Si vous êtes assez chaud pour faire du sport parce que, je sais pas, vous voulez perdre du poids, c'est perdre du poids, votre motivation. Vous n'avez pas besoin d'un jeu comme motivation extrinsèque à votre motivation extrinsèque. Enfin, il y a un truc un peu étrange. Donc, il faut absolument que ça reste un jeu et que ce soit perçu comme tel, pour moi, en priorité. C'est ma vision des choses. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est comme ça que j'ai démarré la question de l'engagement corporel. Et du coup, j'ai eu l'occasion de bosser sur des propositions. Alors, pas celle-ci, celle-ci, c'est Valomotion, un projet très connu que vous avez peut-être vu passer, qui a pas mal buzzé il y a quelques années, qui est donc du jeu sur mur d'escalade. Voilà. Que dire de plus? Du jeu sur mur d'escalade, vous avez compris le principe, mais qui du coup est une vraie proposition ludique en fait. On est vraiment sur un jeu, on vient pour jouer quoi. Bon, je passe rapidement puisque je suis pas en retard, mais je suis pas en avance. Voilà, puis après des jeux qui peuvent tout mobiliser à la discrétion du joueur et qui me permettent de maxer plus ou moins pédia, plus ou moins loup douce. En général, c'est un bon thermomètre. Moins l'engagement corporel est normé, réglé par le jeu, plus on va être sur une expérience pédia en général. Bref. Et puis du coup, de l'autre côté, pour tout ce qui va être interface de retour, l'engagement corporel, il peut être pensé par évidemment les sens stimulés. Bon, ça va un peu plus de soi. C'est intéressant quand on s'intéresse au filtrage de l'information. Ça peut vous permettre de développer des jeux. Par exemple, je reprends mon exemple de Game Jam. Vous devez produire très rapidement, vous êtes sur du filtrage de l'information, vous savez que vous avez un challenge mental. Bon, tout de suite, on va pouvoir partir sur quels sens sont stimulés, etc., etc. Donc là, il y a pas mal d'expériences qui rentrent là-dedans. Palimpseste pour le visuel, puisqu'évidemment, tous les jeux sont visuels, donc je ne vais pas vous présenter des exemples de jeux visuels, ça serait bizarre. Call of Duty. Voilà, mais il y a moyen de travailler sur le visuel. Moi-même, j'ai fait des jeux avec de l'anaglyphe, par exemple, avec 2 niveaux d'information. Parce que je dis que c'est des poncifs, mais ça ne m'empêche pas de les faire, qu'on soit clair. Ce n'est pas une critique, je les explore aussi. Sur du tactile, avec des choses entièrement sur la vibration ou sur la température. On a quelques jeux autour de l'olfactif. Heather Kelly, c'est une artiste nord-américaine qui travaille quasi exclusivement sur l'odorat. Enfin, pardon, non. Toutes les propositions Al Control que je connais sur l'odorat viennent d'elle. C'est dans l'autre sens. Voilà. Qui travaillait sur Guilty Smell avec Paolo Perdicini, qui est l'un des mecs de Mole Industria, que vous connaissez peut-être pour leurs travaux plus hard game, engagé, critical game, etc. Et qui ont donc fait Guilty Smell, qui est un jeu où on joue un chien, façon chien policier, en fait, qui doit trouver des choses, mais il y a vraiment un diffuseur d'odeur dedans, donc on doit vraiment se baser sur l'odorat pour jouer. Et puis des jeux entièrement audio. Je vous montre du coup une expérience de Jess Marcotte, parce que son travail est incroyable pour moi, enfin moi j'adore son travail, qui est un jeu, une expérience narrative, ce qui va me faire la transition avec la dernière partie, où on doit caresser des plantes pour révéler leur histoire. Donc en fait c'est un jeu narratif, alors c'est pas un livre dont vous êtes le héros, mais on se rapproche d'expériences de ce type-là, c'est-à-dire c'est de l'interaction dans la narration. Et après c'est une ambiance très ASMR où les plantes nous racontent leurs histoires en susurrant dans nos oreilles, avec de la stéréo, etc. C'est très sur l'intime, c'est barré, mais c'est très sur l'intime. Là on n'est pas dans le contexte pour bien profiter de ça. Je vous recommande d'aller voir ça en ligne, parce que on
on entend ce que nous disent les plantes, etc. Donc on peut avoir accès à une partie de l'expérience. Et c'est sur du capacitif, je crois. Donc du coup, en tout cas, la violence avec laquelle vous caressez influe sur le dispositif. Donc c'est intéressant, puisque du coup, votre degré de douceur impacte l'expérience narrative que vous allez recevoir. Voilà. La dernière chose sur laquelle je me suis attardée dans ma vie, et avant de passer à la fin, c'est la manière singulière dont ce type d'expériences, qui sont profondément des expériences en réalité mixte, en fait, même dans un truc comme Black Box, les gens passent leur vie à faire des allers-retours, pour le meilleur et pour le pire. Hein. On ne va pas se mentir, c'est pas forcément agréable de faire des allers-retours de focus dans l'expérience, mais le fait est que les jeux à contrôleur alternatif, c'est des expériences qui sont, pour l'écrasante majorité, des expériences de réalité mixte. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que ça nous permet de travailler la frontière du cercle magique, qui peut déjà être trouble dans bien des cas, mais alors, dans Al Control, ça peut difficilement faire plus flou. Il y a vraiment des cas... Alors, bien sûr, il y a des cas où on est sur un écran et on n'est pas censé trop regarder le contrôleur, mais il y a beaucoup de cas où on a du mal à savoir où commence et où s'arrête l'expérience. Et du coup, pour penser ça, cette porosité physique numérique, j'ai essentiellement utilisé un outil hyper connu qui est le Continuum Réalité-Virtualité, qui est un outil développé par deux chercheurs qui s'appellent Paul Milgram et Fumio Kishino dans un vieux papier qui s'appelle le Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays, qui était adapté à la base, qui était dédié à la base aux interfaces display, aux affichages exclusivement, que j'utilise moi à ma sauce, que je me suis réapproprié pour Al Control, et où on va retrouver 4 pôles pour le poser simplement. Un qui est l'environnement virtuel, et qui est plus ou moins défini, pour le poser très simplement, comme des expériences où on projette les utilisateurs dans un espace qu'ils appellent virtuel. Les notions de virtuel et réel, ici, dans leur papier, ce sont ce que moi j'appelle plutôt numérique et physique, puisque c'est bizarre de dire que l'espace numérique n'est pas réel, mais bon, on est en 94, voilà, et c'est leur mot. Donc voilà pour les expériences virtuelles. Je vais hyper vite là-dessus, je suis désolée, mais je ne suis pas en avance. La virtualité augmentée, qui est du coup un utilisateur projeté dans un espace numérique où un élément tangible va renforcer son immersion, mais on reste sur un focus numérique. La réalité augmentée, c'est un terme qui n'est pas exactement défini dans leur papier comme on l'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, ça désigne de manière technologique exclusivement, quand on dit ça, les gens pensent Pokémon Go, pensent j'ai le réel rendu par une caméra et je superpose un élément numérique dans mon téléphone ou dans mon écran. En réalité, la notion est plus ouverte dans leur papier initial. On est sur quelque chose on est projeté dans le réel et un élément numérique vient s'ajouter à ça, se superposer, mais ma projection en tant qu'utilisateur est dans le réel. Et puis l'environnement réel. Et ici, l'exemple que j'aime bien donner, parce que c'est des cas le plus intéressants pour moi, c'est des exemples d'espaces comme EcoSquad qui se vend comme un escape game, mais qui n'en est pas vraiment un. Et EcoSquad, en fait, c'est juste pour parler au public. C'est une expérience à Montpellier qui est en multijoueur, où on est au contrôle d'un sous-marin façon Jules Verne, un peu steampunk. Et du coup, chaque fenêtre, chaque hublot est un écran. Donc du coup, on va avoir des kraken. Vous voyez l'ambiance kraken, quoi. Et du coup, on va contrôler ce sous-marin ensemble. Mais tout est fait pour rendre magique l'espace physique. On n'est pas, nous, en immersion dans l'espace numérique. Du coup, bon, voilà, ça fait que du coup, c'est difficile sur ce genre d'expérience de savoir où commence et où s'arrête le jeu. C'est les symptômes du fait de troubler ces frontières. C'est que quand on est juste dans le sas de démarrage, est-ce qu'il y a déjà du jeu? Est-ce qu'il n'y en a pas encore? Est-ce que ça fait partie du jeu? Il y a un symptôme évident de ça, si vous avez déjà fait un escape, c'est de voir un truc sur une table et de se dire ça fait partie du jeu, ça, ou j'ai le droit de le toucher ou pas. Donc voilà, ce genre de choses. Et moi, ça m'a permis de travailler sur des propositions qui sont un petit peu troublantes comme ça, où je mets des enceintes sous des objets du quotidien, et les objets commencent à vous parler, mais que quand vous retournez, etc. Ça me permet de faire des propositions qui ressemblent à ce qu'on peut trouver chez Mia Wolf, qui est des espaces aux États-Unis de pièces immersives interactives chelous, faits par des gens qui viennent de Burning Man. Okay, c'est hyper intéressant, allez voir ce qu'ils font. Du coup, concrètement, ça c'est un peu des classifications, etc. Mais hyper concrètement, comment vous pouvez appliquer ça? Si vous n'avez jamais fait de jeu à contrôleur alternatif ou pas beaucoup, le mieux, c'est encore de se lancer sur une game jam et de prendre les choses très simplement, pour moi en tout cas.
en prenant une approche pour faire un premier niveau d'expérimentation. Se dire, bah tiens, si je changeais quelque chose de la boucle d'interaction homme-machine, qu'est-ce que je changerais? De changer un truc, de voir quel genre de challenge on veut proposer avec ça, et puis de voir où est-ce que ça nous emmène. Éventuellement, sinon, de se positionner sur un seul membre. C'est un jeu qui se joue exclusivement avec le nez, etc. Ça peut paraître idiot, mais c'est un bon moyen d'aborder le domaine sans rentrer, parce que c'est un peu overwhelming d'arriver en mode moi je peux tout faire. J'ai une pièce immersive, tout est interactif, j'ai 25 vidéoprojecteurs, déjà c'est difficilement déployable, et puis ça fait beaucoup de choses en fait. Donc c'est une bonne première approche pour se focaliser sur un aspect, se dire par exemple je vais faire un jeu sur du filtrage d'informations qui ne passe que par un seul sens pour un joueur et un seul sens pour l'autre. C'est une bonne première approche. On peut évidemment faire ça pour le numérique et le cercle magique aussi. Et pour finir du coup sur... parce que ça c'est ce que je fais depuis quelques années maintenant, poser très simplement. Hein, je simplifie à l'extrême beaucoup des choses sur lesquelles je travaille, mais ça vous donne un ordre d'idée. Alors, en ce moment, donc ça va être tout de suite beaucoup plus flou, puisque c'est ce sur quoi je travaille. Si ce n'était pas flou, ce ne serait pas de la recherche, j'imagine. Je bosse sur plusieurs choses. Depuis 2 ans, je me sers de mes élèves comme cobayes pour travailler des archétypes narratifs et ludiques. Je vais essayer de le poser hyper simplement, quitte à être un peu réductrice. Donc du coup, des archétypes, ce que j'appelle archétypes, et peut-être d'ailleurs que ça porte un autre terme, un autre nom. C'est un appel ici à cette salle. Si des gens connaissent ce que je suis en train de décrire sous un autre nom, à la fin, je veux bien que vous me disiez voilà, sous quel nom vous connaissez ça. Un archétype donc narratif et ludique. Pour un archétype ludique, ça va être par exemple les jeux de type Twister. Il y a énormément de jeux de type Twister dans El Control. Il y a énormément de jeux qui vont se baser sur des jeux le jeu du chat, enfin, ou ce genre de jeu pour enfants. Il y a plusieurs expériences de type Marel. Il y a plusieurs jeux de type balançoire, avec différentes variations. Et donc, du coup, il y a des archétypes ludiques qui se retrouvent comme ça. Évidemment, un genre en fait partie, mais du coup, je ne m'intéresse pas au genre de jeux vidéo, parce que c'est moins intéressant pour moi. Et donc, du coup, j'en présente plusieurs. Et chaque année, je renouvelle mon pool d'expériences possibles. Et les élèves s'appuient là-dessus pour construire des choses, moi aussi. De l'autre côté, des archétypes narratifs, c'est beaucoup plus flou. Hein. Comme je vous ai dit, c'est la partie je suis en eau trouble. Hein. Un truc qui marche très bien, qui me donne les meilleurs résultats, mais qui est le plus dur à palper pour moi, à bien définir, c'est quand on se retrouve dans des situations qui sont narrativement concrètes. Donc, par exemple, le meilleur projet que j'ai eu cette année pour le moment, c'est un jeu ça s'appelle Gambling Paradise. On a un téléphone, donc ça se joue entièrement en vocal. Et à l'écran, sur un écran cathodique, on a quelqu'un qui est en train de se barrer avec l'argent d'un casino. C'est une IA. Et l'IA, elle va là où on lui dit d'aller, mais elle ne peut s'arrêter qu'à certains postes. Et ça marche super bien, on a vraiment l'impression d'être le mastermind de ce braquage, etc. Voilà ce que j'entends par un archétype narratif. Il faut sûrement que je nomme les choses différemment, etc. Mais ça permet de voir exactement ce qu'on veut retranscrire comme expérience. Et c'est ce qui m'a toujours donné les meilleurs résultats. Et donc, Tide Escape, vous voyez très bien les 2 archétypes qu'ils ont pris, je pense. Hein. D'un côté, Twister, pour le ludique, et de l'autre côté, Indiana Jones s'est fait kidnapper par les méchants et doit s'enfuir. Voilà. Et du coup, ça fait des matchs qui sont intéressants. Parfois, ça fait des matchs qui marchent moins bien, honnêtement. Mais ça donne toujours des projets intéressants et ça m'a donné les meilleurs résultats jusqu'ici. Donc, pour parler d'autres projets de cette année que j'ai eu, Terralca 24, on est sur un sous-marin dans l'espace. Je ne sais pas comment on appelle ça. Dispositif de type sous-marin, mais dans l'espace soviétique. Donc, complètement ancré dans l'ambiance soviétique de l'époque, etc. Ça marche super bien avec des instructions qui nous sont données. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Fuck It or Fuck Off, c'est un interrogatoire de la CIA sur un alien récemment découvert. Et donc, il faut le palper pour le faire parler, soit en lui faisant du bien, soit en lui faisant du mal. Le truc, c'est comme c'est une race alien, on ne la connaît pas, on ne sait pas quelles sont les parties douloureuses ou érogènes de l'alien. Et donc, du coup, on est sur ce truc entre l'ambiance un peu inquiétante, interrogatoire de la CIA, et complètement loufoque, barré de manipuler un alien, voilà. Ça, c'était pour les archétypes ludiques. Et pour les archétypes ludiques, ce que je fais en ce moment, c'est d'appliquer Kaiwa, les typologies de Kaiwa. Je pense que tout le monde voit les typologies de Kaiwa vaguement, ou pas vaguement.
Donc du coup, il y a 4 pôles, hein, Egon, Aléa, Mimicry, Ilinx, etc. Donc respectivement, on va dire les jeux de type compétitif, les jeux qui se basent sur la chance, les jeux qui se basent sur la simulation et les jeux qui se basent sur le vertige. C'est vraiment une réduction extrême qui, à la base, ne se base pas nécessairement sur des jeux, mais sur toute forme d'activité sociale. Donc du coup, on décline tout ça sur des activités sociales qui est hors du jeu. Par exemple sur des formes culturelles qui sont acceptées dans la société, institutionnellement acceptables. Ça va être pour les gones la compétitivité dans un milieu économique, pour l'aléa, faire de la spéculation sur les marchés financiers, des trucs comme ça. Pour le mimicry, tout ce qui va être cérémonie, le fait de porter des uniformes, etc. Et pour l'Ilinx, tout ce qui va être profession avec du contrôle du vertige, etc. Donc du coup, j'essaie de m'appuyer sur ça pour les archétypes ludiques. Donc comme je vous ai dit, j'ai une passion pour les tableaux et les diagrammes. Donc du coup, je suis en train de prendre ma base de données de jeu à le contrôle, de voir ce qui rentre pas. Si ça rentre, pourquoi? Si ça rentre pas, pourquoi? De voir les patterns, les points communs. Et à la fin, toujours de voir si la méthode peut se traduire en design. Parce que si c'est une super classification, mais que je peux rien en faire en design, moi-même étant praticienne, en fait, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que ça m'intéresse déjà moins. Et voilà. Quoi d'autre? C'est tout. Non, si, une dernière chose. Et par contre, ce que je fais depuis très 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 récemment, parce que je parle avec les 2 doctorants dont je vous ai parlé tout à l'heure, Henrik et Jess. Henrik Llagostera, donc travail hyper intéressant. Je vous recommande d'aller voir son travail parce que c'est hyper intéressant d'avoir des jeux à le contrôle qui vont au-delà du lol, il a un bouton sur la tête, je lui tape dessus, mais d'aller chercher du propos, du message, de faire ce qu'il appelle des contrôleurs critiques. Et comme on en a beaucoup parlé, je me suis dit, allez, moi j'aime bien le système design. Donc du coup, je suis en train de voir pour orienter l'outil qui s'appelle Loopy. Loopy, c'est un outil qui a été fait par Nikki Case. Nikki Case qui fait la parabole des polygones notamment. Une artiste sur du jeu critique qui fait des jeux critiques en fait avec du propos, etc. Loopy, c'est un outil qui est gratuit en ligne et qui permet d'éprouver un système. Donc du coup, vous pouvez faire des pôles et choisir est-ce que vous allez mettre en place une boucle de renforcement négatif, positif, neutre, et ça permet d'éprouver un système. Donc ça a des intérêts d'un point de vue politique, au sens sciences politiques, mais ça a aussi des intérêts en jeu vidéo, puisque ça va vous permettre de tester un premier niveau en jeu. Et donc du coup, j'essaie de faire ça en appliquant, mais c'est tout frais ça, voilà. Donc, vous avez cette info en premier. J'essaie d'appliquer ça un petit peu, voir ce que ça donne. C'est un peu du tir à la hanche là-dessus. Je fais un peu ça aussi des fois, on verra si ça touche. Sinon, c'est pas grave, ça aurait été une belle expérimentation. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je ne suis pas en retard. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Tatiana. Je pense que c'était vraiment hyper riche. C'est vrai que c'est des domaines qu'on aborde finalement assez peu, mais qui ont déjà une histoire extrêmement dense. Et on voit bien que ça tire plein de ficelles aussi avec l'histoire finalement du jeu numérique, ses origines, la porosité qu'on peut avoir parfois entre comment on pense le jeu vidéo finalement, vers quoi on peut se diriger aussi dans une optique d'innovation qui permet de repenser justement les interfaces de machine. Il y a vraiment énormément à dire. Bien. Première remarque, question. Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Oui. Déjà, merci. Franchement, c'était une super conférence. Je ne savais pas quoi m'attendre, je ne connaissais pas ce monde-là et c'est super sympa. Il y a plein de belles choses. Et la question que je me suis posée, c'est récemment, par exemple, j'avais entendu parler, récemment, il y a de ça 1 an, d'une petite console, la Playdate, avec la petite manivelle. On n'est pas à des niveaux de ce qu'on a vu en termes d'interaction avec le corps ou autre, mais je me dis, est-ce que des expériences comme ça qui sont très propices pour le festival, il n'y a pas moyen de l'industrialiser, de faire certains protos qu'on peut vendre à plus grande échelle que juste exposer? Alors ça se fait. Line Wobbler, qui est du coup le premier projet de Robin Baumgarten, celui avec le Wobbler, en fait on joue sur une bande de LED et c'est un dungeon crawler à une dimension, c'est comme ça que lui parle de son projet. Donc du coup on déplace le personnage avec qui est juste une LED du coup. Les autres couleurs nous représentent des choses, par exemple bleu,
ça va vous faire des vagues et c'est de l'eau, donc ça vous ramène en arrière, etc. Donc c'est intéressant en termes de grammaire visuelle, puisqu'il se débrouille pour faire une grammaire visuelle à une dimension sur une bande de LED, mais c'est un autre sujet. Ça, c'est un projet qui peut être acheté. Donc du coup, il y en a qui vendent leur projet. Il y a un problème de rentabilité, pour être hyper concret, hein. La raison pour laquelle on est peu à le faire, c'est un problème de rentabilité. Et il y a chaque année à la GDC, Hasbro qui se pointe avec des contrats pour les gens. Moi, j'ai eu pour Atsono des contacts avec Hasbro et Ravensburger. Le truc, c'est qu'en fait, eux, c'est rentable que s'ils t'achètent ton projet complètement. Si tu restes auteur dessus, c'est pas très rentable parce que le coût de production physique de ce type de jeu, c'est monstrueux. Et aujourd'hui, dans une ère où tu peux faire du full numérique, même du dématérialisé, repasser à du physique, c'est une démarche qui se fait pas beaucoup. Mais on a les mêmes problèmes dans la musique, hein. Il y a des gros artistes qui aujourd'hui ne vont même plus presser de CD en fait. Du coup, il peut y avoir des applications, mais typiquement Playdate, ils sont financés avec du crowdfunding et ça leur permet d'être à l'équilibre, mais c'est pas. Ouais, puis c'est une minorité. Enfin, c'est pas eux qui vont faire les gros profits par rapport à d'autres compagnies. C'est ça. Du coup, c'est hyper intéressant. C'est bien qu'il y ait des espaces pour ce genre d'innovation, mais concrètement, dans un monde capitaliste, dans une société avec l'économie qu'on a, il y a des enjeux qui malheureusement on est obligé de prendre en compte des trucs. Je préférais ne pas avoir à prendre en compte des questions de marché, mais ouais, c'est un peu délicat. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qui explique qu'à part Robin, il y en a très peu qui ont vendu leur projet, ouais. Et il y a de la place dans les escape. Enfin, on Ouais. l'a vu dans des lieux escape ou autres, en tant que comédie roman, il y a peut-être moyen Ouais, de rendre ça plus accessible. Il y a des moments vraiment fixes sur un festival de 7 jours. tout à fait. Ça a été le cas. J'ai bossé en escape et à chaque fois, les propositions qu'on m'a faites tenaient à la même chose. En fait, l'escape, ça a explosé sur les 3-4 dernières années. Donc, c'est hyper dur d'être concurrentiel les uns par rapport aux autres. Et donc, pour se démarquer, ils commencent à faire appel à des gens comme moi pour faire des parties qui prennent en électronique ou en numérique pour avoir des choses un peu plus sexy que cadenas, code sur un bout de papier, code collé sous la table, code collé sous la bouteille. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à bosser au C42, alors c'est avec Citroën, c'est vers les Champs-Élysées, à faire une partie électronique sur des pédales, des trucs de voiture, en fait, enfin, des contrôles un peu arcade avec une espèce de contrôle de voiture. Du coup, et dans l'escape, il y a des choses à faire. Et en salle d'arcade, pardon, aussi. En fait, l'arcade, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, en Europe, ça n'a pas la hype que ça avait dans les années 80, mais déjà, c'est toujours hyper populaire dans les game centers. Et malgré tout, en France, il n'y a plus grand-chose, mais par contre, ce qui reste, c'est solide. Tous les Center Park, Disney Village, etc., ils ont des toutes petites salles, mais elles fonctionnent, elles sont rentables, elles y restent, et puis voilà. Pas mal de stations balnéaires aussi en ça. Donc ça, c'est un monde un petit peu spécial du jeu, mais un petit circuit intéressant où toutes ces petites salles-là, elles ont quand même besoin de projets. Et il y a des projets qui innovent dedans, notamment sur de l'adaptation de jeux vidéo, des trucs un peu à la Towerfall, mais en hologramme. Ça, il y a ça au Center Park de Vermarne-la-Vallée. Donc, c'est des petites prestas comme ça qu'on peut avoir à droite à gauche qui se font aussi. Bon, voilà, on n'est pas au Japon, mais on a quand même des petites choses qui se font toujours, quoi. Et j'avais une petite question aussi, parce que dans la salle, il y a pas mal d'étudiants aussi qui s'intéressent à la recherche, ou d'autres qui s'y intéressent pas, qui ne voient pas forcément le fond de la recherche. Notre rôle, surtout là, je parle un peu de façon personnelle, quoi, ça va être de leur dire, mais si, c'est important la recherche, même si vous ne voulez pas faire que de la recherche fondamentale, il y a des points qui sont hyper importants, à la fois, si c'est pragmatique pour la conception, mais même dans des visions du monde qu'on peut développer, Ouais. le regard sur la citoyenneté, sur le regard à autrui, sur soi-même, enfin, plein de choses qui rentrent en considération quand on fait de la recherche. Et j'ai envie de te demander, mais toi, finalement, là, voilà, tu commences une thèse. Pourquoi avoir eu cette envie d'aller vers une thèse suite à ce parcours-là, qui est déjà bien riche, où tu as déjà une visibilité, etc. On voit que tu as déjà une réflexion théorique sur ta pratique. Voilà, j'ai envie de demander pourquoi la recherche finalement, et qu'est-ce que tu pourrais dire à des étudiants qui se demandent finalement ça servira à quoi d'aller vers la recherche? Pourquoi toi tu as éprouvé ce besoin-là d'un point de vue de praticienne quoi, finalement aussi voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte? Déjà, il y a plein d'éléments de réponse évidemment, hein, mais de faire de la recherche dans un cadre dédié à ça, parce que
stricto sensu, je fais de la recherche quand, pour la GDC, je bosse un mois chez moi à temps plein sur cette conférence. Le truc, c'est que je vais bosser un mois, je vais faire ma conférence, et puis je passe à autre chose. D'avoir un cadre dédié à la recherche, ça me permet de ne plus bosser qu'en one shot. C'est-à-dire de ne pas penser, ah mais là j'ai appliqué quelle méthode, j'y pense pendant 2 semaines, je l'écris, je la donne en conférence et c'est fini. Ça me permet de l'éprouver dans différents contextes, de la faire éprouver par mes pairs aussi. Parce qu'en conférence, il y a peut-être des gens qui vont écouter la conférence et qui vont l'éprouver, la méthode. Mais moi, j'en entendrai jamais parler. Alors que là, la méthode, je vais la faire éprouver par mes pairs, etc. Ou pas d'ailleurs mes pairs, mais par des gens. D'avoir un contexte de recherche, ça permet de construire et de ne pas rester sur « Ah, j'ai cette petite brique de réflexion, j'ai cette petite brique, de construire quelque chose qui ait du sens de manière globale. Et à la fin, une méthode, une vision que je propose du jeu à contrôleur alternatif, notamment sur un sujet qui n'est pas très exploré aujourd'hui. D'un point de vue peut-être plus, et là c'est peut-être personnel, mais sur des sujets comme celui-là, ce qui va être intéressant pour moi aussi, c'est de proposer d'autres visions du jeu vidéo, en fait, de se poser des questions sur d'autres visions du jeu vidéo. Le jeu vidéo, plus que d'autres médiums, et je vais dire pourquoi, hein, parce que c'est bizarre comme phrase, mais pour moi, c'est le médium qui aujourd'hui véhicule le plus les idéologies dominantes et les questionne les moins, parce que c'est un des médiums les plus populaires qu'on ait aujourd'hui culturellement. Et il y a une raison qui fait que pour moi, je peux me tromper là-dessus, mais c'est le médium vidéoludique qui renforce le plus les idéologies dominantes, c'est parce que dans le jeu, il y a quand même, dans l'écrasante majorité des jeux, des notions de victoire, de défaite, ou en tout cas de progression, de positif, de négatif. Ce qui fait que, non seulement, évidemment, il n'y a pas d'art apolitique, il n'y a pas d'œuvre culturelle apolitique, mais le jeu encore moins, parce qu'à partir du moment où on donne quelque chose de positif ou de négatif, on est encore plus en train de porter un jugement sur la chose. Donc après, il y a des choses plus abstraites. C'est sûr que dans Tetris, le vide, c'est bien. Le plein, c'est pas bien. Il y a parfois des jeux abstraits, mais il y a toujours ça. Et donc, du coup, le jeu vidéo a besoin, encore plus que d'autres médiums, pour moi, de se questionner, alors que c'est l'un de ceux qui subit le plus culturellement, en fait, je trouve. Et du coup, sur du jeu à contrôleur alternatif, une des plus-values, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, les contrôleurs critiques, mais avant même de rentrer dans, parlons d'immigration, LGBTQ, même juste dans ce qu'est le jeu, en fait. Le jeu, la vision escapiste du jeu, le jeu comme échappatoire, c'est chouette, hein, je suis la première à kiffer, mais d'avoir ça comme proposition principale, pour moi, c'est problématique. Il y a un truc de... Je ne sais pas si c'est très sain de percevoir le jeu en premier lieu comme une échappatoire. Ça en dit long, je trouve, sur la société, d'autant plus que le jeu, c'est quand même l'activité qu'on oppose très souvent au travail. Donc, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont problématiques là-dedans, et Al Control permet de proposer un rapport au jeu, notamment sur le plan social, qui est souvent très différent, que je trouve hyper intéressant. Donc ça, c'est un enjeu peut-être plus personnel, mais pourquoi ce sujet-là me touche, moi? Mais faire de la recherche sur le jeu critique, l'art game et tout, c'est encore plus violent sur ces sujets-là. Enfin, non, c'est trop bien de faire de la recherche. Honnêtement, je pense que c'est bien, si je peux parler de manière très directe, je pense que c'est bien de se faire un petit peu d'industrie, tester, voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Mais en fait, c'est beaucoup de motivation extrinsèque, l'industrie. C'est beaucoup de ouais, mais il y a mon nom à la fin dans les crédits de ce jeu AAA. Et je dis pas que c'est pas un. Je comprends le kink, hein, c'est cool. Mais en fait, c'est beaucoup de motivation extrinsèque pour des années passées où la motivation intrinsèque va peut-être pas être aussi grande qu'ailleurs. Il y a des gens qui s'y plaisent beaucoup, ça dépend des contextes, mais honnêtement, moi, faire de la recherche-création, parce que c'est aussi de la particularité de ce que je fais, c'est que j'ai de la pratique dans mon travail, c'est ce qui me plaît le plus. Ça me donne de la liberté, ça me permet de travailler les sujets qui, je trouve, ont un impact, donc du coup, je me sens utile et qui me touchent personnellement. J'ai quand même un contexte pour développer tout ça. Moi, je suis trop contente de faire de la recherche. Non, mais ce qui est sûr, c'est vrai, là où je rejoins, c'est des réflexions qu'on partage beaucoup avec ce game-là, finalement, hein, au centre de recherche sur la médiation aussi, de façon plus globale, c'est de se dire, mais finalement, par exemple, pour les jeux vidéo, plein d'auteurs comme Stephen Klein, etc., montrent très clairement que c'est un des fers de lance du capitalisme avancé, que du fait de son contexte socio-historique de développement, c'est vraiment ce qui a formaté aussi l'activité ludique d'une certaine façon. Par exemple, la dictature du fun. Et ce qui nous intéresse, c'est comment on fait évoluer les formes de jeu, comment on fait évoluer le sens même de ces connotations-là. Et je te rejoins complètement sur le fait que la recherche-création, ça permet peut-être de faire des propositions qui ne pourraient pas exister dans un autre cas. Parce que détachées justement d'enjeux qui sont contraignants et normatifs, quoi.
Donc, c'est intéressant aussi de voir ça comme ça, c'est-à-dire un espace de liberté différent pour faire de l'expérimentation. On n'échappe jamais aux enjeux consuméristes, même dans mon domaine, hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais une des raisons pour lesquelles j'arrive à en vivre par rapport à d'autres artistes numériques, je ne parle pas dans le milieu d'Alcontrol, c'est que les approches ludiques de l'art, c'est vachement plus populaire. Donc ça vous ramène beaucoup de public. Ce qui fait que des espaces qui sont pour beaucoup aujourd'hui semi-privés, semi-publics, donc qui dépendent à la fois de fonds publics, je pense à la Gaieté Lyrique par exemple, ou même le 104, c'est des espaces art numérique qui dépendent de fonds publics, mais aussi de fonds privés en fait. Et ben du coup, s'ils n'ont pas de public, ils survivent pas ces espaces. Ou en tout cas, la direction est virée et on passe à une autre. Tous les 5 ans, sur ce type d'espace, en gros, tous les 5 ans, ils renouvellent la direction. Enfin, c'est volontaire, hein, c'est tous les 5 ans, il faut repostuler. Si on est à la direction d'un lieu comme ça, tous les 5 ans, on repostule à son propre travail, en fait. Et des propositions comme les miennes, elles ont du succès parce que, voilà, ça fait pas Malevich, monochrome blanc sur fond blanc, c'est accessible au grand public. Le truc, c'est que ça veut aussi dire que j'ai une injonction au fun. Donc, des propositions comme Contre-ciel ne passent pas partout. Et encore que comme c'est interactif, un peu démiurge, etc., je m'en sors. Mais je sais qu'il y a des projets que je ne pourrais pas faire, que je souhaiterais faire, que je ne pourrais pas faire. Et notamment tout ce qui est projet critique. Les gens, quand ils jouent un jeu à contrôleur alternatif, ils n'ont pas forcément envie de s'entendre dire « Regarde les pauvres migrants qui sont morts dans la Méditerranée ». Et du coup, ça, c'est des propositions qui peuvent être... Il n'y a pas de contexte vraiment pour ça, à part le milieu de la recherche, quoi. D'autres questions, Pierre? Il y en avait d'autres aussi chez les étudiants? Ok. Alors, bonjour, moi je vais faire 2 remarques et puis je poserai une question. Là, vous êtes typiquement dans ce que Frank Popper appelle un artiste technologique, c'est-à-dire quelqu'un qui suit de façon obstinée et précise une finalité esthétique. Et je pense que la finalité que vous suivez, elle est double. La première finalité, elle est dans l'expérimentation plastique, expérimenter des situations, mais c'est aussi l'expérience, finalement, ce que vous expérimentez, c'est même pas ça, c'est le plaisir ludique. C'est que vous allez bousculer les joueurs de manière à les intéresser à faire sortir les joueurs de leur propre espace de confort, en les mettant peut-être un peu en danger physiquement ou alors intellectuellement, mais c'est le moteur, ce que Isère appelle un potentiel d'interaction. Les gens ont envie d'interagir parce qu'ils doivent découvrir. Il y a donc des explorations, des mises à la question artistique, avec cette boucle vertueuse, plus on explore et plus on a envie d'apprendre, de découvrir et de se mettre un petit peu en danger. Et vous parlez tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui parlaient comment dirais-je, d'immersion. Et moi, c'est moins l'immersion qui m'intéresse, que je vois, c'est que je trouve que la question de l'application. C'est que l'immersion, elle n'est valable qu'à partir du moment où elle implique celui qui est à l'intérieur, le regardeur, le joueur. Il est impliqué parce qu'il doit se sortir de la situation. Il doit ne pas perdre la face par rapport aux autres. Il doit apprendre avant l'autre, quand il en était dans le duel. On voit bien, c'est des formes de duel qui sont à la fois symboliques et réelles, puisque celui qui a le plus vite compris l'intérêt du jeu, que personne ne connaît au départ, c'est celui qui va gagner. Tout ça, la deuxième remarque, c'est que ce qui est intéressant et prodigement intéressant dans le travail, c'est cette invitation à sortir des cadres conventionnels. Alors, il y a des phénomènes de récupération. Moi, en 90, j'avais participé à l'écriture d'un livre que j'avais adapté sur les radios amateurs. Ça n'a rien à voir. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, s'est développée une stratégie, une tactique d'usage de dispositifs parce qu'il y avait des militaires américains que tous les 6 mois, tous les 9 mois, tous les 10 mois, les Américains échangeaient de matériel. Et donc, il y avait sur le marché du matériel à pas cher, ce qui fait que les gens, il y a des moments technologiques, des situations qui font que les gens ont accès à ces technologies qui sont, entre guillemets, déclassées, mais pas pour tout le monde, et qui vont faire autre chose. Et s'ils le font, c'est en attendant de faire autre chose. Parce qu'il y a une rupture, vous ne l'avez pas vraiment dite, mais vous la pensez, avec le numérique. C'est qu'avec le numérique, on n'est plus simplement dans le détournement, dans le déclassement, la récupération, on est dans la programmation. Même si la programmation, on peut le faire sans numérique. Et là, on est dans un nouvel niveau. Et puis, je voulais juste citer un artiste
On aurait pu citer justement sur les expériences extrêmes, parce que vous proposez quelques expériences extrêmes, même si elles ne sont pas si extrêmes que ça. Moi, je pense à Stellar, qui n'est pas une expérience interactive, mais qui oblige le regardeur, quand on se retrouve avec quelqu'un qui est à 3 mètres de haut, accroché par des hameçons, ou alors, pire, quand on voit, moi j'invite tous les étudiants à chercher sur Internet, quand il explique, il se retrouve face à lui-même quand il est dans ce troisième bras. Il a un troisième bras qui agit en fonction du mouvement de ces deux autres bras, mais il ne connaît pas au début le mode de fonctionnement. Il l'apprend à ses dépens parce qu'il n'arrête pas de se mettre dans la figure. Il se prend des coups dans la gueule et puis au bout d'un moment, il arrive à le maîtriser. Moi, ma question, elle portera plutôt sur ce que vous avez annoncé tout à l'heure dans le continuum réalité et virtualité. Parce qu'il me semble qu'il y a une dimension qui est manquante et elle est là, mais elle n'a pas été dite. Cette dimension de fiction. C'est parce que derrière ce réel ou ce virtuel, il y a des histoires que l'on se rappelle, des histoires qu'on construit, des histoires qu'on transmet. Ma thèse de doctorat, bientôt fêté le 21e anniversaire de la soutenance, parce que c'était hier, pas demain. Joyeux anniversaire de soutenance. J'étais parti sur 3 notions, parce que ça me gênait le dispositif tel qu'on le présentait à l'époque en virtuel. On parlait de réel, de virtuel et de fiction, et on les plaçait en aplat sur un schéma qui était intéressant, mais qui ne disait rien. Et j'ai essayé à l'époque de les mettre dans un cube, de manière à essayer d'explorer les différentes tensions, les différentes gradations qu'on peut avoir. Et donc, ma question, elle portera plutôt sur la fiction. Est-ce que la fiction, elle n'a pas sa place? Et pour prendre en référence, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Monica Friedernick sur la narrativation, la narrativité naturelle. Elle essaye de voir dans les formes de narration un retour au geste naturel, au geste qui est le geste de tous les jours, mais qui est replongé dans la narration. Alors elle est plutôt sur la narration littéraire. Mais je pense que dans votre cas, ça se fait assez bien, ça peut trouver sa place, parce que finalement, l'observateur, le joueur, se retrouve, il est obligé de se raconter une histoire pour se sortir, un peu comme dans un escape game. C'est l'escape game, mais non, sans les murs, hors les murs. Il est dans la situation, il doit se sortir de la situation. Et pour cela, il doit peut-être créer un récit, s'inventer une histoire, et cette histoire, elle passe par la gestualité qu'il retrouve, parce qu'on n'est plus sur les interfaces symboliques qui simplifient tout, on est sur des interfaces qui refont découvrir à chacun son corps. Donc finalement, la troisième expérimentation, c'est l'expérimentation corporelle. Expérimentation plastique et esthétique, expérimentation du plaisir ludique, expérimentation du corps, de retrouver sa difficulté, alors que dans le numérique, on la perd complètement. Ouais. On est dans le niveau symbolique exclusivement. Juste, déjà très intéressant, puisque beaucoup c'est intéressant d'avoir un regard comme, voilà, que je n'ai pas moi-même sur mon propre travail, je pense à certains égards, c'est très intéressant. Sur le narratif, sur la notion de fiction, en fait, le continuum réalité-virtualité, quand je l'ai présenté à la GDC en 2018, je le coupe avec un autre axe, qui est l'axe de jusqu'à quel point la fiction nous a imposé ou on doit se la créer nous-mêmes. Donc je pense qu'avec des mots peut-être maladroits, c'est cette direction que je donnais, c'est-à-dire qu'en gros, ça me permettait, ce diagramme à 2 axes, me permettait de recouper le continuum réalité-virtualité avec une notion qui en gros est est-ce qu'on nous donne une fiction précise et dans ce cas-là nous-mêmes on se raconte pas, le récit est moins personnel puisqu'il nous a imposé, on peut le vivre pleinement mais il nous est imposé, ou est-ce que le jeu est abstrait, auquel cas on va être obligé de se raconter des choses pour pouvoir évoluer même mentalement en fait, au bout d'un moment il nous faut des représentations. Du coup je le pensais par la fiction originellement, je ne l'ai pas du tout abordé, de toute manière c'est très en surface le continuum réalité-virtualité là, ouais. Mais je le pense par la fiction initialement, pas avec autant d'éléments que ce que vous apportez, mais c'est la direction qui m'a semblé naturelle à prendre aussi, effectivement. Merci beaucoup. Ok. Une dernière question, remarque, ou c'est bon pour tout le monde?
En tout cas, c'était très dense, hein, donc Ouais. je pense que voilà, il y a énormément de choses et je suis content qu'on ait pu enregistrer pour voilà, retranscrire par la suite pour d'autres étudiants qui n'ont pas pu être là ou si vous voulez retrouver la conférence, de toute façon, on la mettra en ligne sur Arch. J'ai une question entre vous qui me vient en fait, je suis désolé. Non, non, pas de Vas-y, souci. La question c'est le rapport de. Enfin, est-ce qu'il y a par exemple pas des brevets mais des templates et des choses comme ça qui sont accessibles en ligne et quel est le rapport de ce milieu-là et du hard game à la reproductibilité des expériences qu'on propose de façon générale? Alors, des templates d'un point de vue technique? Enfin, typiquement, je sais que moi j'aime bien, je suis, parce que j'ai pas le temps de partir activement, l'actualité des gens qui font des claviers customisés Ouais. et qui font des claviers qui sont d'eux-mêmes, etc. Donc, parce que j'ai des plaisirs bizarres. Non, Et, je comprends. et que du coup, il y a beaucoup de templates comme ça qui sont accessibles en open Ouais. source sur net et qui permettent aux gens de refaire en théorie eux-mêmes leur procédé en utilisant des options au niveau de droit, en open source, etc. Mm. Et du coup, la question qui me vient, c'est à quel point est-ce que ce milieu-là a des réflexions là-dessus ou des divergences? Très intéressant. Enric Llagostera, en fait, la dernière fois qu'on a parlé, me disait qu'il bossait sur alors c'est pas tout à fait un template, mais l'idée ce serait de faire des petits manuels de comment produire ce projet-là. Et je lui ai dit, il y a Book Niarov qui existe. En fait, le festival Niarov, à la base, il est fait sur la base d'une thèse d'Antonin Fourneau. Donc du coup, il y a une démarche de recherche là-dedans. Eux, ils viennent de l'ENSAD, hein, donc des arts décoratifs et des beaux-arts. Et ils ont sorti un bouquin qui s'appelle Book Niarov, qui est, à ma connaissance, le premier projet avec des manuels de construction de certains projets à contrôleurs alternatifs, avec, c'est une recette de cuisine, on va dire, une approche recette de cuisine. Il y a ça. Il y a ensuite le site qu'a fait Henrik, alcontrols, enfin avec un s.info, qui, dedans, n'a pas tout à fait des manuels, mais s'en rapproche un petit peu. Lui, son objectif à terme pour la fin de sa thèse, c'est de produire ça. C'est l'un des objets qu'il doit produire dans le cadre de sa thèse. On va dire ça comme ça. Objet, je ne sais pas, artefact qu'il doit produire dans le cadre de sa thèse, c'est des manuels de réalisation et non pas de conception. Du coup, au niveau purement technique, Book Niarov et Enric Llagostera dans un an ou deux quand il soutiendra. Voilà. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Par contre, il y a sur le site Instructable, qui est un site très connu de recettes de cuisine électronique, on va dire ça comme ça, il y a dedans des jeux connus du milieu Alcontrol qui sont repris et instructablisés, je ne sais pas comment dire ça, mis sous la forme Instructable en termes de manuel de fabrication. Voilà, pour lesquels on a écrit un manuel de fabrication et c'est le cas de Line Wobbler notamment. Je dirais que c'est les trois éléments, trois pratiques qui se rapprocheraient le plus de ça. En termes de conception, pas trop. Mais ça, c'est mon boulot. C'est pour ça que je fais ça. Du coup, Merci beaucoup. merci beaucoup.